Ça, c'est Yohan Lennes, un gars de 6 pieds 1 pour 170 livres qui se bat dans la UFC. Sa fiche actuelle, 9-2-0 chez les pros. Yohan, c'est ce qu'on appelle un power hitter. Il est explosif, spectaculaire, bref, une machine le gars. Faites-moi confiance, on l'a testé, il fait sans maudit. On a eu la chance de faire un podcast avec lui et c'est l'un de nos meilleurs jusqu'à date. Bon teaser. Moi, là, quand je me suis lancé dans les arts martiaux, là, j'ai tout mis de côté dans ma vie, mon gars. J'ai mis ma famille, j'ai mis mes amis, j'ai tout sacrifié. Je me suis mis à être un ermite, à m'entraîner matin, midi, soir, à juste penser à ça. C'est un peu démoralisant, c'est un peu difficile, tu sais. Des fois, t'es comme tout seul, tu te dis crime. À la fin de la journée, je suis tout le temps tout seul. Qu'est-ce qui va me rester, moi, plus tard? Mettons que j'échoue. Comment je vais faire pour vivre avec moi-même si je prends pas la chance de le faire? Il y a rien qui accote physiquement puis mentalement, émotionnellement, un feeling comme gagner un combat. Tu jappes fort, mon gars, plus je vais t'éteindre, man. Moi, j'étais 4-0 en MMA à ce moment-là. Le combat commence, je le knock au premier round avec un gros crochet. Immense crochet, bro. Le crochet, là, venu des catacombes, mon gars. Pow! Mon prochain combat, je veux retrouver le Yohan que j'étais avant, là, tu sais, qui rentre dans l'octogone, qui est prêt à mourir, qui est là pour la guerre, tu sais, qui fonce, qui envoie des grosses frappes. C'est mon identité, puis c'est ce que je veux aller retrouver. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Podcast, épisode numéro 123! 123. Avant de présenter notre invité, abonnez-vous au YouTube, sonnez la petite cloche parce que c'est ça qui nous aide vraiment. C'est ça, vous allez voir le podcast dans votre feed. Venez sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct parce qu'on a un segment exclusif en direct pour vous autres sur Patreon et sur Twitch. Aujourd'hui, on a avant de présenter notre invité encore une fois, shout-out à Farnham qui ont sorti une nouvelle sorte de bière, la Pilsner 27 locale. Petite bière d'été, là, on a eu la chance de l'essayer. Petite bière légère. Quand tu es sur un diet où tu veux aller tu vas au gym, tu veux watch tes calories, prends la locale. Sinon, il y a une panoplie, il y a une vingtaine de sortes de bières disponibles en épicerie. C'est les bières avec les gros chiffres, vous voyez, vous êtes habitués à la famille. J'étais avec mes co-animateurs Jojo, Zach, Tommy à la console. Aujourd'hui, notre invité, il y a 11 combats en UFC. 5 de ces combats sont gagnés en premier round par KO. Il y a 9 victoires, 2 défaites. Yohan Lennes, mesdames et messieurs, The White Lion. Yes, sir, les boys. Bien content d'être ici. Nous, on est tellement excités de t'avoir parce qu'on est quand même des fans de UFC. On regarde pas tout religieusement, là, mais comme... Moi, les compilations là, UFC sur YouTube, les trucs comme ça, je trouve ça tellement impressionnant comme discipline. Puis être capable de manger des coups comme ça, c'est digne d'un surhomme, pour vrai. Fait que c'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Ouais, je suis super content d'être ici. Petite parenthèse, moi, quand j'avais 8 ans, je regardais ça là, sur mon ordi, là, les compilations, c'était Fight Compilation, Knockout Compilation, tout. Fait que si vous vous demandez ça vient de où que j'aime ça me battre comme ça, moi, je jouais pas tant au hockey ou aux autos dehors. Je regardais des compilations de fight puis de KO. Là. Vraiment, c'est vraiment ça qui me passionnait. Fait que très jeune, là, c'est venu me chercher. Là. Puis les compilations, ça a le moyen de te pump up. Tu penses que t'es... Moi, en tout cas, dans tous les jours, genre, je regarde des trucs de combat, de knockout, puis là, je me file un peu dans ma salle de bain, puis je me tabatte. Puis même quand je regarde, genre, Step Up 3, des trucs de danse, je suis comme, OK, je suis capable de danser. Genre, c'est les trucs que je suis... T'es motivé à tout ce que tu vois. Ouais, mais je suis comme, si c'est cool, c'est bien monté, puis ça a de l'action, je suis comme, j'embarque dedans à fond, là. Ben moi, je suis très content aujourd'hui. C'est comme un objectif avec le podcast que je viens de cocher aujourd'hui de recevoir un combattant de la UFC. Pour vrai, là, je suis très, très content. Il y en a très peu des combattants de l'UFC qui viennent du Québec. Puis c'est très cool de te recevoir aujourd'hui. Là, pour vrai, moi, j'ai amplement de respect pour ce que vous faites. Là. C'est complètement malade de rentrer 100%. Dans un octogone. Puis... littéralement t'affrontes une peur dans un sens parce que genre tu peux te faire casser la gueule à tout moment, tu sais, puis vous êtes extrêmement constant dans votre entraînement, vous avez une espèce de rigueur de malade mental, c'est tellement beau et c'est littéralement un art là, ce que vous faites là. Ah, c'est un art, tu sais, ça l'amène énormément de sacrifices, de discipline, de résilience, gérer tes émotions.
Ça te demande beaucoup de temps, beaucoup de travail aussi. Mais comme tu l'as dit, moi, je suis devenu accro à ça. Moi, mon premier combat amateur que j'ai fait, j'étais dans l'octogone, puis il y avait plein de monde, là. Il y avait le commentateur, il y avait mon équipe, il y avait les caméramans, le photographe, mon adversaire, son équipe l'autre bord. Fait que tu calcules ça, on est peut-être 15-17 dans l'octogone. Puis là, à un moment donné, t'en vois un qui part. 2, 3, 4, 5. Puis là, tout le monde part. Puis là, tu fais comme, OK, fuck, c'est là que ça se passe. Ouais. OK, là, tout le monde est parti. Il reste juste le gars l'autre bord qui lui aussi veut t'arracher la tête. Puis l'arbitre, là, tu fais comme, OK, c'est là, là. Ben là, c'est comme là, tu remets les choses en perspective un petit peu. Là, c'est vraiment une avalanche d'émotions, là, tu sais. Puis c'est un coup que tu gagnes, puis tu goûtes à ta première victoire. Man, c'est un feeling qui est incroyable, là. Tu te sens comme le roi du monde, là, tu sens qu'il y a rien qui peut t'arrêter. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de sports dans ma vie, des sports de haut niveau aussi. Il n'y a rien qui accote physiquement, puis mentalement, émotionnellement, un feeling comme gagner un combat devant ta foule, devant tes amis, tes fans, tes commanditaires, ta famille. Fait que vraiment, c'est un feeling qui est unique, là. 100%, puis c'est toi qui le fais, c'est que t'es seul face à un autre homme, il y a personne. Bien sûr, t'as tes coachs qui te soutiennent, qui te parlent, qui te conseillent, mais à la fin de la journée, c'est toi contre un autre homme. C'est sûrement le sport le plus ancien de l'histoire de l'humanité. C'est le plus primate, c'est comme vraiment, c'est genre... C'est très instinctif. Exact. Aux origines, littéralement aux origines des gladiateurs. Vous êtes des gladiateurs d'aujourd'hui. Des temps modernes. Des temps modernes, 100%. Ouais, fou. Je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai perdu mon dernier combat. J'ai perdu par soumission au premier round. Puis, Mike Mullott, qui est un autre Canadien, qui est un gars avec qui je m'étais déjà entraîné un petit peu. Puis, ça revient à ce qu'on dit, tu sais, on est tout seul dans la cage. Puis, ce soir-là, ça arrive, j'étais pas là. J'étais juste pas là. Mentalement, j'étais pas là. Physiquement, j'étais en forme. J'avais une bonne forme physique. Mon camp d'entraînement avait bien été. Mais mentalement, je le sentais pas. Puis ça, c'est difficile parce que tu essaies de te convaincre, de te dire « Ah non, regarde, je vais y arriver, c'est pas grave. Tu sais, je vais y arriver. » Sauf que Fight Night, quand t'es dans l'octogone puis que tout se ferme autour de toi, ben, t'as aucun point de non-retour, puis t'as pas un coéquipier comme au hockey sur qui tu peux compter si toi t'es pas là à soir, là, tu sais. T'es tout seul contre toi-même, là, c'est une guerre psychologique contre toi-même, puis tu sais, il y a un dicton qui se dit dans le monde des arts martiaux mixtes, c'est que dès que tu commences à penser, t'es une seconde en retard. Dès que t'es une seconde en retard, tu te mets à forcer, dès que tu forces, tu perds ton énergie, tout en découle après, tu sais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé dans le combat, j'étais pas là, je pensais trop, j'étais en retard, il y a rien qui se passait, puis tu sais, c'est plate, une mauvaise soirée au bureau, ça arrive, une mauvaise soirée dans la vie où ça arrive à tout le monde, sauf que pour moi, c'est impardonnable parce que j'ai 15 minutes pour me faire valoir les 2-3 mois que j'ai travaillé comme un malade avant, puis ces 15 minutes-là, mais si malheureusement je manque 1 minute ou 2 de concentration ou de mindset, mais je suis fini, puis c'est ça qui est arrivé un peu, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, ben, si tu peux perdre ta concentration, plus tu te fais tabocher, plus tu dois. T'es plus là, tu. C'est surtout la guerre mentale que tu dois avoir parce que tu l'as dit, t'arrives dans le fight puis t'es pas à 100%, toi-même tu te sens pas à 100%, puis à force que le combat continue, tu reçois des coups, c'est là que ça commence, tu joues vraiment plus avec toi-même, c'est vraiment un combat mental, t'es comme ok, genre je suis encore là, il faut que je reste là, puis ça devient vraiment difficile. Mais moi ce que j'ai trouvé impressionnant vraiment ton parcours, excuse de te couper, c'est le fait que ça fait vraiment pas longtemps que, ben, comparativement aux autres, que t'es dedans, puis que t'as réussi à te rendre à ce niveau-là, c'est que t'as dû sacrifier vraiment beaucoup de choses, j'imagine. Puis moi, j'étais vraiment intéressé par savoir comme quel genre de sacrifice tu dois faire pour te rendre là sur 6 ans. Vous êtes prêtes? Ouais. Ben, moi, j'étais un obsédé, man. Moi, là, quand je me suis lancé dans les arts martiaux, là, j'ai tout mis de côté dans ma vie, mon gars. J'ai mis ma famille, j'ai mis mes amis, j'ai tout sacrifié. Je me suis mis à être un ermite, à m'entraîner matin, midi, soir, à juste penser à ça. J'écrivais mes objectifs à moyen, court, long terme. Je me suis mis à étudier la psychologie. Je vous le dis, les gars, là, j'ai vraiment fait un 360 degrés sur moi-même. Je m'étais mis des objectifs. Je m'étais dit, je veux être invaincu dans l'organisation de l'UFC. Je vais être invaincu, chez les professionnels. Je veux me rendre à l'UFC à 8-0. Je veux devenir champion d'une organisation professionnelle qui est CFFC à Philadelphie. Je vais faire un knockout viral que j'ai fait mon flying knee à la volée, que j'ai bien réussi au premier round. Tu sais, je me suis vraiment mis juste à penser à ça, à étudier la game, à juste faire ça. Puis quand j'avais un nom devant moi d'un adversaire, je regardais tous ses vidéos. J'étudiais son style. C'est quoi qu'il fait quand il reçoit une main droite? Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fait quand... Puis là, je savais exactement où est-ce que je pouvais prendre ce combattant-là
puis aller le chercher dans ses faiblesses, puis capitaliser. Puis là, pendant mon camp d'entraînement, je répétais. Puis si vous regardez vraiment ma fiche, dans mes 6 premiers combats, j'ai 5 KO au premier round, qui a été vraiment très spectaculaire. Mais c'est parce que tous les plans de match que je m'étais fait ont réussi à la lettre. Tu sais, je m'étais battu contre Connor Dixon, qui est un champion de Jiu-Jitsu, ceinture noire en Jiu-Jitsu. Le gars avait plein de médailles, plein de tournois qu'il avait gagnés. S'il m'amenait au sol, j'étais fait, mais il fallait qu'il m'amène au sol. Pardon. Fait que je savais que si je défendais un amené au sol ou 2, les amenés au sol allaient être un petit peu plus précipités, puis j'allais pouvoir placer un uppercut. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai placé mon uppercut. Le combat d'après pour mon flying knee, je sais que le gars, il amenait ses combattants au sol, mais qu'il regardait pas trop, qu'il penchait la tête, qu'il regardait pas trop. Je me suis dit, si je me ramasse contre la cage, il va vouloir m'amener au sol. Flying knee. C'est arrivé, tu sais, fait que vraiment, mais c'est beaucoup de croire en soi, c'est d'y croire, tu sais, puis si tu y crois pas, il y a personne qui va le croire pour toi, là, tu sais, fait que, mais pour y croire, faut que tu sois confiant, pour être confiant, faut que tu fasses le travail, les sacrifices, il y a pas, je me souviens d'un nombre de fois infini que j'étais chez nous le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, puis je recevais des calls de mes chums, de mes amis, de ma famille qui s'en allaient en brunch, puis moi, il fallait que je sois sur ma diète, que je me couche tôt, puis c'est un peu démoralisant, c'est un peu difficile, tu sais. Des fois, t'es comme tout seul, tu te dis crime à la fin de la journée, je suis tout le temps tout seul. Qu'est-ce qui va me rester, moi, plus tard, tu sais? Je veux dire, mettons que j'échoue. Mettons que je réalise pas mon rêve, là. Il va me rester quoi? J'ai sacrifié mon temps avec mes amis, j'ai sacrifié mon temps avec ma famille. Je vais me ramasser tout seul chez nous, pas une scène, puis pas de rêve accompli. Mais comment je vais faire pour vivre avec moi-même si je prends pas la chance de le faire, tu sais? Oui. Tu sais, moi, je jouais au hockey plus jeune, puis j'ai quand même joué dans des hauts niveaux, le 2A, puis tu sais, j'étais en sport études hockey, puis à un moment donné, j'ai comme juste arrêté le hockey, puis je me battais tout le temps au hockey de toute façon, puis des fois, quand j'étais plus jeune, je regrettais, puis je me disais, avoir su, j'aurais dû continuer. Jusqu'à où j'aurais pu aller, tu sais? Je pense que ça, c'est la pire phrase que tu peux te dire en tant qu'humain. 100%. Avoir su, j'aurais dû. Ouais. Bro, vas-y, essaye-les. Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Tu sais, c'est le pire qui peut t'arriver, tu sais. Fait que, tu sais, des sacrifices, j'en ai fait énormément. Tu sais, que ça soit du temps en famille, tu sais, travailler extrêmement fort. Le nombre de fois que je me suis levé le matin, j'étais démoli, les genoux, les jambes, les épaules, ça me tentait pas. J'y allais pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est un sport qui est très dur mentalement, physiquement, tu sais, puis mais c'est la beauté de la chose, là, tu sais. À la fin, le fruit de tes sacrifices, qui est le succès, ça n'a pas de prix. Là. Est-ce que ta famille et tes amis comprenaient ce que tu faisais? Est-ce qu'ils étaient dans la compréhension ou ils étaient plus comme les soirs où est-ce que tes amis ils t'appelaient pour, tu sais, viens avec nous et tout, puis ils essaient de te pousser à... Ben, c'est sûr que j'ai eu des commentaires, là, tu sais, comme, ah, c'est plate, ou genre, ah ouais, viens donc, ou tu peux venir puis pas boire. Ouais. On sait c'est quoi, t'es avec une gang de gars, genre 16 gars sous, puis toi, t'es pas sous. T'es comme, si on parle pas le même langage, là. Tu sais. Mais, ma fan numéro 1, moi, ça a toujours été ma mère. Ma fan numéro 1, puis même que mes 3-4 premiers combats amateurs, mon père venait pas me voir. Ma mère était front row à côté de l'octogone, puis elle était comme ah ouais mon fils, tu sais, ah ouais. Puis pourquoi? Parce qu'elle a vu tous les sacrifices que j'ai faits, tous les changements que j'ai faits dans ma vie, tu sais. Moi, avant de me lancer dans l'entraînement, les arts martiaux mix, je gérais des restos puis des bars, là. Je me couchais genre à 3h du matin, je me levais à midi, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est vraiment un 360 degrés que j'ai fait là, dans ma vie, tu sais. C'est ça, ma mère, elle l'a vu que je me levais. Tu sais, des fois, je me levais, man, les gars, c'est pas des jokes, là. À la Mike Tyson, genre à 4h30, 5h pour aller courir. Je me recouchais un autre petite heure. Puis là, je partais ma journée après, j'allais faire mes 2 trainings de la journée. Mais tu sais, je vivais chez mes parents dans ce temps-là. Ils le voyaient, la maman était comme, qu'est-ce que tu fais? Il est 4h30, je m'en vais courir. Elle dit, t'es un malade, toi. Je m'en vais courir, maman. C'est comme mon gars, il file pas, là. Sauf qu'après, elle me voit gagner tous mes combats, man. Je les ai tous gagnés, mes premiers combats, par knock-out, des performances spectaculaires. Elle était comme, OK, il a peut-être réussi à trouver la formule, là, tu sais, puis ça marche bien pour lui, dans le fond. Fait que, mais au début, ça a été très difficile parce que oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Tu sais, là, tu te fais dire par tes chums, exemple, tu nous laisses de côté, on n'est pas des bonnes influences pour toi. C'est pas ça, les boys. C'est que moi, je suis un gars extrémiste. Moi, dans tout ce que je fais dans la vie, c'est all-in. Il n'y a rien, il n'y a pas de gris. C'est noir ou c'est blanc. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que tu réussis dans la vie, c'est que tu y vas à 100%. Puis tu te poses pas de questions.
C'est la même affaire avec mes chums, là. Moi, là, si je vais avec mes chums puis que ça commence à boire puis tout, je prendrais pas 3-4 bières, là. Je vais en prendre 15. C'est pour ça que tu dois faire des choix, des sacrifices, parce que, tu sais, c'est ta vie, c'est ta santé, c'est ton avenir. Puis tu le fais. Des fois, c'est plus difficile, mais à la fin de la journée, tu sais, le changement, ils disent, le changement au début, ça fait peur. En milieu de chemin, tu te sens un peu insécure, tu te sens un peu perdu, sauf qu'à la fin, le changement, c'est toujours valorisant puis c'est toujours gagnant. Tu sais. Fait qu'il suffit de le faire. Ça a été quoi l'élément déclencheur de ce 360, 180, 720? Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé très fort. Je suis allé à l'école. J'ai mon secondaire, j'ai fait un DEP en vente, j'ai fait un ASP pour être représentant de compagnie. Tu sais, j'ai essayé un peu au cégep, ça n'a pas marché, un peu à l'université, tu sais, puis j'ai toujours travaillé comme un 40-50 heures semaine, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais bien installé, je pense que j'avais comme 19 ou 20 ans, j'avais mon char payé, j'avais une petite maison à Saint-Hilaire, j'avais une blonde, puis j'ai perdu mon permis pour alcool. Solide. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon char qui était scrap, j'ai pas eu un accident. Je suis retourné vivre au sous-sol chez mes parents. Okay. Fait que ça, là, t'es en haut du baril, tu flottes, t'es sur ta vague, mon gars, puis là, boum, tu redescends en bas. Là, t'as plus de char, t'as plus de permis, faut que tu te trouves un job où est-ce que tu vas à pied pendant 6 mois. T'as plus de blonde. T'as plus d'argent dans ton compte de banque parce que là, t'as payé tes avocats, t'as payé ton char, tout est... Fait que ça a été un gros wake-up call. Comme, hey Big, faut que tu changes dans ta vie un petit peu, là. Il y a d'autres choses que genre les bars, le party avec tes chums, pis tu sais, faut que tu fasses du changement. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait. Du tout au tout. Man, j'allais courir, man. Je me souviens, j'allais travailler à pied, ça me prenait peut-être un 20-25 minutes à pied, aller, revenir. Je faisais mon 40 heures par semaine. Après, je prenais mon bike. Je mettais mon stock sur mon dos, mes shin pads, mes gants, mon casque, tout mon stock d'MMA. Je faisais 22 km de bike. Oh shit. J'avais pas un bike de course, là. Un petit bike de marde. J'avais 22 km de bike, man, pour aller m'entraîner. L'aller, il allait bien. L'aller, t'es motivé, t'es comme j'y vais, man. Le retour. Bro. Après avoir mangé littéralement 3 fois, là, je vomissais sur le chemin du retour. Oh, j'avais plus de gaz, là. Je t'ai dit, j'étais de même, j'ai regardé les chars, puis j'étais comme, il y en a un esti qui va m'embarquer. Je filais pas, là, je t'ai dit. Puis, mais mentalement, ça m'a tellement grindé, bro. Là. Je me suis dit, le jour où tu vas récupérer ton permis, le jour où tu vas récupérer, bro, j'ai une blonde en ce moment, on va avoir un bébé. C'est la meilleure félicitations, femme. Merci, une petite fille. C'est la meilleure femme que je pourrais pas avoir dans ma vie, man. Elle m'épaule, elle me supporte, man. Elle est A1, cette fille-là. Puis, tu sais, je veux dire, on a un condo à Saint-Amable. Tout est comme rentré dans l'ordre, mais ça m'a pris du temps, man. Ça m'a pris du temps puis d'efforts. Sauf que là, je suis tellement reconnaissant de ça, tu sais. Fait que ça a été mon gros wake-up call, ça, man. Ouais. Quand t'as une maison, un char, que tu roules dans la vie, que t'as une blonde, puis que tu perds tout ça, là, tu te ramasses au sous-sol chez tes parents, t'as plus de char, t'as des dettes, t'as plus de blonde. Tu fais comme, wow, bro, j'ai de perdre quelque chose de solide, là, tu sais. Puis dans un sens... Ça va peut-être paraître comme une question étrange, mais est-ce que tu es reconnaissant que cet accident-là te soit arrivé? Oui. Ah ouais, mon gars. Ça m'a tellement rendu fort mentalement, émotionnellement. Ça m'a tellement rendu solide. Puis, bro, j'apprécie les petites choses maintenant. Tu sais, maintenant, je me lève le matin, bro, je m'assis, je regarde le soleil, je prends un café. Là. Oh, je suis aux anges, là, je suis bien. Là, je réalise que j'ai des belles choses autour de moi puis que j'ai pas besoin d'avoir plus. Donc, oui, je suis reconnaissant de... Sur le coup, c'était rough, là. Mettons que tu me l'aurais demandé le lendemain, je t'aurais dit, hey, moi. Mais ouais, clairement, je suis reconnaissant de ça. On apprend de nos erreurs. Tu sais, moi, j'ai un dicton là, que j'ai toujours dit. Là. Mon dicton change un peu parce que je suis rendu avec 2 défaites, là, mais c'est pas grave. J'ai toujours dit, on apprend en perdant, mais c'est possible aussi d'apprendre en gagnant. Parce que tout le monde va dire, soit tu perds, soit tu apprends. Oui. Par contre, il est possible de gagner et d'apprendre. OK, oui, j'ai gagné, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que tu sais? 100%. Fait que, tu sais, non, je m'assois pas là-dessus, mais je suis content, entre parenthèses, que ça me soit arrivé. Je suis reconnaissant de pouvoir vivre une belle vie en ce moment. C'est quand même fou. C'est débile, là. C'est quand même fou pour de vrai. Je vous le dis, les gars, là, je lavais les... Dans le fond, je travaillais au centre Athéna à Varennes. Puis je faisais comme un 40-45 heures là.
Puis par la suite, j'allais m'entraîner un 20 heures par semaine avec mon ancien coach Lee Villeneuve. J'allais boxer à Longueuil. Fait que je me promenais comme ça, mais j'avais pas d'auto. J'ai été comme ça pendant 8 mois. Fait que je me promenais en bicycle. Mes parents me faisaient des lifts un petit peu. Puis pour faire un peu plus de cash, ben c'était moi qui nettoyais le gym. Okay. Là, je me sentais comme les vieux boxeurs des films des années 70. Rocky. Tu passes la mop, là, puis là, tu penses à ton combat, puis tu te dis, un jour, je la passerai plus, cette petite mop-là, tu sais. Puis c'est vraiment ça, pareil, tu sais. Tu te promènes avec ton chariot, man, puis là, tu te dis, c'est ma vie, man, je mérite bien mieux que ça, man. Pourquoi c'est moi qui lave les toilettes, man, tu sais. Mais en même temps, tu le fais, puis tu te dis un jour, je le ferai plus. Puis, tu sais, fait que je pense n'importe quel homme fort et puissant a passé par des chemins un petit peu plus difficiles, puis je pense que c'est ce qui fait notre personnalité. Puis c'est après combien de temps d'entraînement que t'as concrétisé le fait de vouloir aller dans UFC? Check bien ça. Moi, mon premier fight, je l'ai perdu amateur. Moi, j'étais un gars qui se battait debout. J'étais un boxeur, j'étais un gars qui faisait du taekwondo. J'adore me battre debout. Je suis confiant, j'ai une bonne force de frappe. T'sais. Mon premier combat amateur, je l'ai fait. J'avais jamais fait de jiu-jitsu brésilien, j'avais jamais fait de judo. Moi, j'avais dans la tête qu'on gardait ça le combat debout. Puis le premier round, je l'ai brassé le gars. Là. Je l'ai vraiment dominé. Mais j'ai tout laissé au premier round, man. J'avais plus de gaz, j'avais plus rien, man. Je suis même arrivé dans le coin puis j'ai regardé mon coach qui était Charles Jourdain dans ce temps-là, qui était un combattant de l'UFC. Ouais. C'est avec lui que j'avais fait mon premier combat amateur. Puis il m'a dit, t'as gagné le premier round, bro, c'est parfait. Maintenant, il retourne. J'ai dit, bro, t'es malade. Je retourne pas, man. Je sens même plus mes jambes. Comment tu veux que j'y retourne? Je peux même pas marcher, big. Là, il était comme, faut que tu y tournes. Je me souviens, j'ai marché, les gars, là, puis mes jambes ont fait genre. Je suis comme, bro, j'ai plus rien dans les jambes. Comment je vais faire? Là, ça a été le désastre. Là, je me suis comme mis en coquille. Là, je me suis fait frapper un petit peu. Il m'a amené au sol. Il m'a fait une soumission. Par la suite, un coup que je me suis fait ça a été le moment le plus humiliant de ma vie, les gars. Moi, j'étais un gars qui a un gros bassin de gens autour de moi. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai beaucoup de gens qui me connaissent. J'ai beaucoup de commanditaires, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui me supportent. Il devait y avoir 50 personnes qui étaient là pour me voir pour mon premier combat officiel amateur. Je me fais soumettre au deuxième round. J'ai braillé ma vie, bro. Je me souviens, c'est ma mère qui était venue me chercher. Je braillais ma vie, je filais pas. Puis j'ai attendu 8 mois avant de me rebattre. J'ai fait du jiu-jitsu à temps plein. Je me suis dit, plus jamais ça va m'arriver. J'ai fait du jiu-jitsu à temps plein. Je suis allé faire des compétitions de jiu-jitsu. J'ai gagné des médailles d'or. Il y en a qui ont moins bien été. Vraiment, je me suis mis une bonne base de jiu-jitsu. Par la suite, j'ai gagné 2 combats de kickboxing. J'ai gagné 5 combats de MMA. J'ai fait mes débuts professionnels. J'ai gagné 8 combats consécutifs. Donc, j'étais à 15 victoires consécutives, autant amateur que professionnel. Puis là, par la suite, là, dans le fond, après ma première victoire, je savais que c'était ça que je voulais faire. Ma première victoire amateur, écoutez ça. Ma première victoire amateur, je me bats contre. C'était en kickboxing. Je me bats contre un gars de Kanawaki à Kanawaki. Je sais pas si vous le savez, là-bas, c'est des sautés. Là, okay? Ils sont sautés. T'arrives à réserve à Kanawaki, là, toi, tu t'en vas te battre, là, man. Il y a un gars qui fait un feu, genre, en avant chez eux, genre, il met des morceaux de bois, des trucs d'essence, ça explose. Pour lui, c'est normal. Là, t'es comme, bro, tu fais ça sur ton terrain, OK? Là, tu t'en vas au playground poker. Plein de gens qui jouent au poker, ça fume le cigare. Là, toi, tu fais ta pesée, t'es comme, man, je suis dans un film, c'est la réalité ici, genre. Puis là, finalement, je me bats contre le gars de Kanawaki, qui vient de Kanawaki, que lui, il est 2 victoires, aucune défaite. Ils mettent l'événement principal de la soirée, main event. Là, je suis comme, man, c'est mon premier combat de kickboxing. Moi, là, j'ai perdu mon autre combat. Là, je me bats contre le gars de la place qui est invaincu en 2 combats. Je suis l'événement principal de la soirée. Je dis, je m'en vais me faire défoncer, là, moi, là. Tu te poses des questions dans ta tête. Tu dis, Kim, tu sais, surtout que c'est un gars. Je suis utilisé. C'est ça que tu te dis, là, tu sais. Puis là, finalement, gros combat, gros premier round. Là, je prends de la confiance. Mon coach de boxe, il me dit, t'es bien meilleur que lui, là, tu sais. Continue de le boxer. Puis là, gros combat, là. Tu sais, pas un combat à sens unique. Les deux, on s'en donne pas mal. Puis tout, finalement, je gagne le combat. Et écoute, je suis exténué, je suis brûlé, mais c'est tellement le plus beau moment de ma vie. Je suis rembarqué dans mon char, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que là, elle m'a dit, écoute, elle dit, tu sais, vas-y, lance-toi, là, je t'empêcherai jamais de vivre tes rêves. On le voit comment tu travailles fort. Fait que vraiment, là, ma première victoire, ça a été ça, puis mon combat de championnat. Je me battais contre, pour la ceinture à Fight Quest en MMA. Je me battais contre James Cardinal Lauzon. Shout-out à James, là. Lui, il était champion.
il était sur une grosse victoire consécutive, sur une grosse lignée de victoires consécutives. Le gars, il est 6 pieds 7, il est gaucher, il est long. Ah ouais, puis il avait knocké ses 2 derniers gars au premier round. C'était un tueur. Le président de l'organisation professionnelle TKO était sur place pour signer ce gars-là. Ok. Il gagnait le combat, il le signait professionnel, tu t'en vas pro, mon gars. Moi, j'étais 4-0 en MMA à ce moment-là. Finalement, combat commence, je le knock au premier round avec un gros crochet. Immense crochet, bro. Le crochet, là, venu des catacombes, mon gars. Pow! Il tombe, gros. J'avais vu un gars 6 pieds 7 tomber, man. Ça tombe en sacrement, man. C'est le tour. Ouais. Gratte-ciel. Là, le gros, le plus fou là-dedans, c'est que je l'ai clippé, il a tombé, il avait les yeux fermés. Là, je suis comme, j'ai pas le choix. Faut que j'y en donne un autre. L'arbitre n'est pas arrivé encore. J'y en donne un autre, il se rouvre les yeux. Là, je suis comme, faut que j'y en donne un autre. Il se ferme les yeux. Là, j'étais comme, je le rouvrais, je l'allumais. Là, je suis comme, faut que je le lance. C'est une switch, là. C'était clairement ça, là. Là, l'arbitre est arrivé. Là, célébration pis tout. Et à partir de ce moment-là, après, je suis sorti de la cage. Le président de l'organisation est venu me voir puis il m'a dit, tiens, c'est ton contrat, c'est toi que je signe en soir. Fait que j'ai fait mes débuts professionnels comme ça, en prenant la place d'un gars un peu. Puis par la suite, tout a déboulé, là. Mais ouais, fait que c'est vraiment des événements qui t'accrochent comme ça. Tu fais comme, OK, wow, tu sais, je suis fait pour ça, là, tu sais. C'est quoi le mindset que t'as quand t'as perdu un combat puis quand t'as gagné un combat? Tu ressors de là comment? Ça, c'est une très bonne question, man, parce que c'était des bonnes questions, tu sais. Ben, parce que moi, je me remets toujours en question quand je gagne. Quand je gagne un combat, je me remets en question. C'est ça que je veux. Pas ça a été facile, mais c'est tout. Tu sais, bro, là, moi, je me suis battu à Philadelphie là, en pleine pandémie. J'avais des tests COVID à faire, j'avais des quarantaines à faire, je perdais de l'argent. J'allais me battre, c'est moi qui payais 1500$ de ma poche pour aller me battre parce que c'était pas payant, premièrement. Il fallait que j'amène des coachs, il fallait que je paye mes coachs, je paye mon hôtel, ma bouffe. Tu sais, j'étais dans le négatif. Mon combat, quand j'ai fait le Flying Knee, il a duré 14 secondes. Bro, je venais de prendre l'avion, je venais de faire des quarantaines de 2 semaines. Le combat dure 14 secondes, tu sors de la cage. Mon coach me regarde, il dit, c'est tout. Là, je suis comme, oui, c'est drôle de cette manière-là. Puis c'est vrai que c'est drôle. Par contre, c'est vrai que tu te dis, bro, ça fait 3 mois que je m'entraîne comme un débile. Puis ça a duré 14 secondes, je sors de la cage, puis je suis comme, OK, mais je suis pas millionnaire, il n'y a rien qui a changé. Dans le fond, moi, demain matin, je retourne m'entraîner. Puis fait que là, des fois, tu remets ça en question un peu. Tu te dis, fuck. Je fais, qu'est-ce que ça m'amène vraiment à combattre? T'sais, c'est pour ça que là, il faut vraiment que tu ailles plus deep en dedans que toi. Puis les seules fois où est-ce que je me suis jamais remis en question, c'est après une défaite. Après une défaite, je me suis toujours dit, on step up la game. Pourquoi on a perdu? Pour ça, parfait, on travaille sur ça, puis on va aller en chercher un prochain. T'sais. Mais c'est un trait de caractère que t'as, c'est pas tout le monde qui a ça. De ce que je ressens de ton histoire, de ce que tu me racontes, c'est à chaque fois que t'étais dans le négatif, que tu étais down, t'étais capable d'aller chercher à l'intérieur de toi pour être capable de ressortir. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non, puis c'est rough, man, parce que, puis ma mère, elle dirait, là, on dirait qu'il faut que je me foute les pieds dans les plats pour pouvoir sortir fort. Puis ça a toujours été ça. Quand c'est trop facile, c'est comme, oh, tente pas, man. C'est trop facile, tu sais. Puis quand ça devient tough, c'est comme, ah ouais, c'est difficile. OK, là, on va performer, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça a toujours été comme ça. Puis après chaque victoire, souvent, j'ai une période de remise en question. Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est ça que je veux faire? Bro, je pourrais faire plein d'autres affaires, là. Tu sais, je pourrais aller vendre des immeubles. Je pourrais travailler dans une banque. Je pourrais faire des podcasts. Je pourrais faire plein d'autres affaires. Mais tu sais, j'ai décidé d'être combattant professionnel. Puis c'est ce que j'aime, tu sais. Mais à chaque fois que j'ai perdu un combat, j'étais convaincu que c'était ça que je devais faire. Fait que, damn, mais c'est bizarre parce qu'on pense l'inverse. Moi, j'ai l'impression c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent l'inverse. C'est qu'ils se remettent en question dans la défaite. T'sais, on dirait qu'ils se font un peu écraser, comme tu as dit, Jojo. Là, ils se font un peu écraser sous cette espèce de sentiment-là de défaite. Moi, c'est que toi, c'est comme vraiment le contraire. T'es comme, OK, ben là, c'est quoi après ma victoire, tu sais? Ouais, mais c'est ça, tu sais. Quand tu gagnes un combat, des fois, tu te remets en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que, tu sais, quand tu perds, on dirait que moi, dans ma tête, c'est impossible que ça se termine comme ça. Je vais jamais finir mon cheminement ou ma carrière sur une défaite. Je suis un gagnant, je vais gagner le prochain. Puis,
Fait que... C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ce que tu viens de dire. C'est la confiance en soi qui fait la différence à la fin de la journée. Parce que quand tu perds, quelqu'un qui perd puis qui n'a pas confiance en lui, c'est là qu'il va recommencer vraiment 100% à se remettre en cause puis à vouloir lâcher puis à plus vouloir rien toucher. À se dire, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. Ça puis- fonctionne pas. Exactement. Mais quand, au plus profond de toi, t'as vraiment confiance. Quand tu perds, t'es comme, OK, yo, fuck, ça peut pas terminer comme ça. C'est impossible que je laisse cette histoire-là finir comme ça. Je pense que ça revient un peu à ça. Ouais, clairement. Ouais. Après ça, là, on a vu un peu ton parcours amateur puis tout, mais là, tu rentres dans les big leagues. Là. Le Dana White Contenders. là. C'est-tu justement après ton combat contre le Titan de 6 pieds 7 que genre t'as été approché pour le Non. Dana White Contenders? Pardon. Comment ça a fonctionné? Quand j'ai pété le grand 6 pieds 7, j'ai signé professionnel. Okay? Là, je me battais pour l'organisation TKO, qui est une organisation ici au Québec. J'ai fait 3 combats dans cette organisation-là. Okay? J'ai fait 3 combats dans cette organisation-là. Par la suite, l'organisation est comme tombée un peu en faillite. Ça a disparu. Il n'y avait plus d'organisation locale ici au Québec. Tu sais, même, on le sait, le jiu-jitsu, les arts martiaux mixtes au Québec, c'est pas quelque chose qui est très populaire. En fait, c'est même pas légal. Il faut faire ça sur des réserves indiennes, comme à Kanawaki ou Kanasatake. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû me prendre un agent. J'ai été 16 mois sans combattre à cause de la pandémie. Tu sais, pendant la pandémie, là, on réalise pas, mais il y a plein de choses qui sont arrêtées. Là, moi, je suis un peu tombé en dépression. Moi, j'avais un gym, le gym a fermé. J'avais ma carrière de combattant, 16 mois sans combattre. Ça se tallait. Ben, je capotais, man. Je capotais. Tu sais, en plus, tu sors avec une paramédic qu'elle est dans le jus parce que c'est la pandémie. Fait qu'elle est tout le temps en train de travailler. Tu te dis, man, tu sais, tu te poses des questions en maudit. Puis là, dans le fond, là, par la suite, j'ai eu un agent qui m'a trouvé des combats. ISS Management qui m'ont trouvé les combats à Philadelphie pour l'organisation CFFC. Là, c'est là que j'ai été combattre contre Connor Dixon qui était le gars de Jiu-Jitsu. J'ai fait un gros KO au premier round. Par la suite, ils m'ont donné un autre combattant qui était Lirim Rufati. Puis lui, j'ai fait le flying knee en 14 secondes. By the way, je vais vous conter une petite anecdote avec ça. Flying knee en 14 secondes, le move, j'avais dit à tout le monde que j'allais faire ça. Okay. C'était écrit dans le ciel. J'avais dit à mon équipe, j'avais dit à mes amis. C'était scripté. Le combat commence, il va me mettre de la pression. Puis quand je vais me ramasser à 2 pas de la cage, je le sais qu'il va shooter. Puis je vais faire mon flying knee, puis ça va passer. Puis si au peu je le manque, je passe par-dessus. Je vais tellement sauter haut que, tu sais, Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Sauf que moi, j'étais le 3e combat de la carte principale. Fait après moi, il y avait le co-main event puis le main event. OK. Le co-main event a été annulé. OK? Fait que je tombe co-main event. OK? Main event puis co-main event se font tester. Test pipi pour que ça soit les drogues, les stéroïdes ou autres. Exactement. Il y a souvent une liste de trucs que tu peux pas prendre. t'sais. Moi, j'ai un TDAH. Je suis médicamenté depuis que je suis tout petit. Puis je prenais du Vivance dans ce temps-là. Là, j'en prends plus parce que l'UFC, c'est pas légal. Okay. Ouais. Fait que j'ai réussi à arrêter de prendre ça. Là, je prends plus rien. Tout se passe bien. Puis tout. Mais dans le temps, je prenais le Vivance vraiment beaucoup. Puis l'organisation CFFC l'interdisait. Mais moi, je le savais pas. Je n'étais pas testé. Tu comprends? Fait que là, une heure avant que j'embarque pour le combat, ils viennent me voir, fais un test. Je suis comme, mais quoi, fais un test? Test pipi pour le Telco Main Event. OK, je fais mon test pipi. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de prendre? Ils me sortent la liste. Je vois le Vivance. Là, je suis comme, fuck. Tu sais, c'est quoi qui va se passer? J'ai pas le droit de le prendre, ce produit-là, mais moi, personne me l'a dit. Là, dans ma tête, là, t'es à 1 heure de ton combat. Là, tu te mets à spinner, OK, je gagne le combat. Là, tout le monde va dire que j'étais sous stéroïdes ou autre, là, que j'avais pris des produits. Tu sais, là, ça se met à spinner dans ta tête. Là, tu te dis, fuck. Là, je me suis dit dans ma tête, faut absolument que ce gars-là, je le démonte tellement que genre. Ça passe. Ça passe. Là. Même si le gars, c'est à la sauce, bro, ça a pris 14 secondes, il a fait un coup de genou. Sauce, pas sauce, il l'aurait défoncé. Exact. Mais tu sais, c'est tout sauf de la sauce. Là, c'est vraiment pour le TDAH. Puis, en tout cas, finalement, arrive ce qui arrive, j'embarque dans le combat, je fais une grosse performance, puis tout. Là, je sors du combat. Je l'avais dit à mon coach juste avant, tout ce que je viens de vous dire. Puis là, il m'a dit, finalement, peu importe ce qui arrive, ils n'auront pas le choix de te donner cette victoire-là, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est à quel point, mentalement, ça peut venir te déranger, là, tu sais. Juste avant de rentrer, en plus. Juste avant de rentrer, tu sais. Fait que là, je fais une grosse performance. Après, je me bats contre Troy Green, qui est un très, très bon combattant, qui était 4 ou 5-0, puis moi aussi j'étais 4 ou 5-0. On était le co-main event de la soirée, gros 3 rounds de 5 minutes. Le gars il m'a donné du fil à retordre, il m'a même pété le nez, man. C'est lui qui m'a pété le nez, le maudit. Puis c'était vraiment un gros combat. Je gagne ce combat-là, je suis
6-0. Par la suite, j'ai une chance pour me battre pour la ceinture. La ceinture CFFC pour devenir champion de l'organisation. Je fais un camp d'entraînement de malade. C'est 5 rounds de 5 minutes. C'est supposé durer 5 rounds de 5 minutes. Je me bats contre Evan Cutts, qui a 16 victoires, 4 défaites. Le gars a 20 combats professionnels. Il s'est jamais fait terminer avant la fin. Il n'a jamais subi une soumission, il n'a jamais subi un knockout. Ouais. Moi, je suis un finisher. Le gars, il a du cardio dans le rod, il est capable de faire 3 rounds de 5 minutes sans problème. Je suis comme, OK, ouais, va falloir que je sois peut-être un petit peu plus patient. T'sais, il s'est jamais fait coucher. Si je suis pas capable de le coucher puis qu'on s'en va dans les 3, 4e round, ça risque d'être plus difficile pour moi. T'sais. Gros camp d'entraînement, tout se passe bien. J'étais à mon dernier sparring. Un sparring, c'est des simulations de combat. Là. Dernier sparring avant de partir pour Philadelphie. Je fais un amené au sol à mon coach. Je manque un peu mon coup. Je pogne son genou. Arcade sourcilière fendue. 7 points de suture juste en dessous ici, à 5 jours de mon combat. Là, j'ai des décisions à prendre. Là. Je me fais coudre sur le cou. J'avais un contact qui m'a cousu sur le cou. Tout est correct. Par contre, bro, c'est pas en 5 jours que 7 points de suture, ça va guérir. Ouais. Puis ma famille, mes amis, mon équipe, tout le monde me disait, vas-y pas. C'est ton combat de championnat, là. T'sais, c'est le combat le plus important de ta vie. Tu veux pas le rater. Hein. Tu veux pas le rater. Regarde, même si tu as eu un bon camp d'entraînement, prends un petit 2-3 semaines, guéris ça, puis on te rembarquera sur une autre carte dans 2-3 mois. Sauf que, tu sais, 2-3 semaines, 2-3 mois, on rallonge encore le processus. Là, tu dis, tu as des grandes décisions à prendre. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une colle sur ma cicatrice, un genre de colle transparente. Je suis monté à Philadelphie. J'ai fait mes tests médicaux. J'arrive là, le médecin, il me regarde, il fait comme ça, il dit, c'est-tu nouveau? Puis il me pogne là, puis il rouvre quand même un peu la plaie. Fait que là, ça fait juste comme. Là, je suis comme, non, c'est une vieille. Là, il me regarde, puis je l'ai vu dans ses yeux. Ouais, il le savait, là. Je dis, non, c'est une vieille blessure. J'ai dit, I fight for the title tomorrow night. Là, il fait comme, ouais. OK. Il me laissait aller. Mais tu sais, on le savait, là. On le savait que le premier coup que je mangeais, ça ouvrait, là. Le combat commence, je mange un jab, paf, ça explose, mon gars, j'ai la face en sang. Là, je suis comme fuck. Finalement, je gagne le premier round, c'était sérieux, je gagne le premier round. Mon coach dans le coin, il me dit, tu sais qu'il faut terminer ça, là. Parce que là, moi, j'arrive dans mon coin et j'ai mon coach devant moi. J'ai un médecin qui arrive, 2 gars de la régie qui arrivent. Tout le monde regarde mon œil. Tout le monde est comme, tu sais, puis souvent, les combats se font arrêter à cause de l'œil parce que, tu sais, tout dépendamment, l'ouverture, elle est placée où? Ça peut être dangereux, tu sais. Là, mon coach, il me dit, tu sais, il dit, faut que tu rouvres les valves, là. Faut que tu finisses ça au 2e round. Mais bro, il a terminé le combat au 2e round, man, par body shot, un peu à la tête, après au corps, il a plié, puis j'ai gagné le combat. Mais tu sais, c'est des gros risques que tu prends, bro, là. Tu sais, j'aurais pu aller là, moi, là, manger un coup, ça rouvre, la régie fait comme, non, man, c'est trop dangereux, on arrête le combat, tu sais. Mais non, j'ai mis mes culottes, je me suis dit, man, qui risque rien n'a rien dans la vie, crois-y, vas-y, fonce. Puis, j'étais le premier gars en 20 combats à finir Evan Cutts, man, puis j'avais un œil ouvert, là, En parlant de ces risques-là, comme quand tu rentres dans le ring en tant que fighter de MMA, j'entends souvent les autres fighters dans les interviews dire ça, mais ils disent souvent qu'il faut que tu sois prêt à mourir simplement sur le ring. Faut que tu vas. Toi, t'adhères à ça, t'es vraiment comme, yo, tout peut se passer. Aujourd'hui, c'est moi contre ce gars-là, puis il se passe ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment c'est ce qui rend ça autant spectaculaire. Spectaculaire, puis autant addict. Bro, on est addict à ça, là, à ce sentiment de genre demain peut être complètement différent, tu sais. Puis moi, je me mets toujours dans un esprit de guerre, tu sais. Moi, mon premier combat, je suis rentré sur du Booba. Vous connaissez Booba? Yeah, of course, yes sir. De rap français, man. Je dansais dans la cage. Je tuais avec le crowd. Moi, j'ai perdu. J'étais pas là pantoute. Là, je me suis dit dans ma tête, OK, c'est pas comme ça que je dois amener le combat. Je dois arriver de manière un petit peu plus calme, réfléchie, posée. Puis, tu sais, souvent, moi, mes mélodies, quand je rentre, c'est des mélodies de track de films de guerre, genre soit Black Ops Down ou genre 300 ou comme des mélodies comme, puis ça met dans un mindset tellement calme, un état d'esprit tellement serein avec le pire des scénarios. Parce qu'il faut que tu t'en attendes au pire des scénarios. Il faut que tu sois conscient de ça. Tu y penses pas tout le temps, mais tu le sais que ça peut arriver. Puis si t'es en paix avec le pire des scénarios, le reste, bro, va t'amuser, puis tu fais ce que t'as à faire, tu sais. Quand tu fais face à ton adversaire dans l'octogone, t'as tout le monde qui te regarde, t'as les caméras sur toi, t'as-tu peur? T'es-tu là pis t'es comme...
Parce que Georges Saint-Pierre a tout le temps dit ça. Il a tout le temps dit qu'arrivé à son combat, il avait peur. C'est ce qu'il détestait le plus. Ouais, j'ai un peu la même mentalité que Georges Saint-Pierre, je pense, là-dessus. J'adore m'entraîner. J'adore faire du sparring avec mes partners. Mais Fight Night, je trippe pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, faut être un vrai psycho, triper à aller se battre devant le monde entier, bro, puis dire, je suis prêt à manger des coups. Il y a personne qui aime ça, manger des coups, là. C'est pas vrai, là. Vous allez le voir tantôt, là. Ça fait mal, hein, si tu manges des coups, là. Non, mais il y a personne qui trippe manger des coups. Tu sais, pour elle, c'est une poker face que les gens se disent, moi, ça me dérange pas de manger un coup. De quoi tu parles, big? Il y a personne qui aime ça, là, tu sais. Fait que la peur est constamment présente. Je te dirais que le plus difficile dans les Fight Week, c'est l'attente. Parce que là, t'es là toute la semaine du combat, puis t'attends. T'as rien que tu peux vraiment faire. Le seul moment où tu te sens bien, c'est quand tu t'entraînes. Quand tu bouges avec tes partenaires d'entraînement, avec tes coachs. Là, tu te sens bien parce que t'as pas le temps de penser. Mais un coup que ça, c'est terminé, c'est juste de l'attente. Tu t'en retournes dans ta chambre d'hôtel, t'attends. Là, même, tu te mets à penser au scénario qui pourrait arriver. Là, tu te dis, fuck, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce que je suis prête? Là, Fait que la peur est constamment présente. Le moment où est-ce que tu as le plus peur, selon moi, c'est quand t'es dans le locker en arrière. L'heure et demie ou deux avant de rentrer. Tu t'entraînes, tu relaxes, là, le stress monte. Le moment où est-ce que la peur disparaît complètement, c'est quand tu marches vers l'octogone. Moi, en tout cas, à ce moment-là, la peur s'évapore. Ma musique embarque. Là, je deviens dans une mentalité fermée. Je vois plus rien d'autre que l'octogone. Je marche, je me sens bien, j'embarque dans l'octogone. Je suis comme... J'ai plus le temps de penser à rien d'autre que plan de match, tu sais. Fait que vraiment, c'est un déclic que tu dois faire dans ta tête, mais la peur est constamment présente, c'est certain. Ça fait mal recevoir des coups, mais ça fait-tu mal de donner des coups aussi? Tu sais, à quel point tu te sens à l'aise de varger quelqu'un d'en face? Tu sais, c'est parce que moi, genre, je pourrais pas m'imaginer fesser quelqu'un, puis tu sais, comme dans un de tes extraits, là, tu droppes le gars, puis là, tu y vas en hammer fist, là, direct sur le nez. Ça doit faire... Tu sais, moi, j'ai... en sortant d'un bar, on s'est fait accoster par des gars, puis mon ami s'est fait knock, là. Le son de sa mâchoire, là, genre point, os sur os, là, ça m'a terrorisé, là, ce son-là. Fait que, tu sais, toi, donner des coups, à quel point t'es serein avec ça, genre, hey, tu sais, il y a une discipline sportive en arrière de ça, mais en même temps, tu fais mal à un être humain, un gars qui a les mêmes projections que toi, qui a les mêmes objectifs, tu sais, vous êtes dans le même mindset, là, exactement. C'est vraiment ce que je me dis, c'est que le gars a les mêmes intentions. Tu sais, je sais qu'il se retiendra pas si je tombe puis qu'il a la chance de m'en donner une. Il va le faire, tu sais, puis on est là, c'est notre travail, on a signé pour ça. Clairement, ça va arriver des fois que je vais frapper un gars, qui va tomber, je vais y en donner une, puis je vais me dire dans ma tête, ça me fait pas plaisir de le faire. Par contre, si j'y donne pas puis qu'il se relève, c'est moi qui... Ouais, ça peut être rough, là. Il se relève, là, t'es plus capable de le coucher, tu fais comme, fuck, j'aurais dû le finir, tu sais. C'est vraiment comme l'instinct de survie, j'ai l'impression à un moment donné. L'instinct de tueur, c'est vraiment ça, man. Tu sais, c'est que tu sens le sang, tu ressens le sang comme un requin. Tu vois que tu l'as touché, man, faut que tu le finisses au plus maudit, là, tu sais, parce que toi, la seule affaire que tu veux, c'est que l'arbitre arrête le combat, là. Moi, c'est déjà arrivé, j'étais par-dessus le gars, là, puis je faisais du ground and pound, là, puis je me souviens, j'avais juste dans la tête, quand est-ce qu'il arrive, l'arbitre, tu sais, quand est-ce qu'il va arrêter le combat, tu sais, je voulais pas que l'autre se relève, là, tu sais. Moi, je voulais savoir, le feeling que tu reçois, on va dire, pour quelqu'un qui a quand même knock-out beaucoup de monde, le feeling que tu ressens, c'est quoi? Joe Rogan en avait parlé un petit peu, là, mais juste savoir ton take à toi là-dessus. Tu sais, quand tu le touches, tu vois ses yeux tu sais, sa tête qui bouge, ses yeux qui ferment, puis il s'écroule. Ben, je vais être honnête avec toi, tu le sais tout de suite. OK. Quand tu le touches, tu sais si ça va passer ou non, là. Puis je me souviens, moi, Contender Series, j'avais lancé un gros crochet puis j'avais touché. Puis je me souviens, le direct, dans ma tête, je le lançais au corps. Je l'ai jamais lancé au corps, je l'ai lancé à la tête, là. Je l'ai lancé à la tête. Puis quand je suis revenu avec mon crochet puis que j'ai touché, dans ma tête, tout s'est fait au ralenti. Je l'ai comme vu tomber au ralenti. Puis là, j'ai comme réalisé que je l'avais touché. Fait que je suis comme parti à courir, tu sais. Mais... C'est quelque chose que tu ressens tout de suite. Tu le sais si tu as bien touché la cible ou non. Puis, il y a quelque chose qu'on se dit dans les arts martiaux mixtes. Plus tu cours après le KO, plus tu cherches le KO, moins il va venir. Plus tu laisses aller, puis tu forces pas rien, plus tu risques de toucher. Le timing qui va sortir tout seul. Fait que vraiment, c'est un sentiment quand même incroyable là, quand tu clips un gars solide puis que tu fais comme « Wow, OK,
ça a rentré, là, tu sais. Ben après le knockout, t'étais comme Where's Dana? Where's Dana? Ouais, Tu cherchais j'ai vu. Dana. Where's Dana? Ça, c'est une autre affaire. J'avais dit à tout le monde, hein, parce que, tu sais, comme on l'a dit tantôt, c'est un spectacle, c'est un show. Puis, tu sais, il faut que tu regardes de sortir de l'ordinaire. Puis, j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, je vais gagner mon combat, puis quand je vais finir le combat, je vais trouver Dana White, je vais monter sa cage, puis je vais dire, t'es mieux de me donner mon contrat, man, à l'UFC. Puis c'est direct ça que j'ai fait. J'ai knocké le gars, je suis parti à courir. Tu me vois, je cours dans l'octogone, je saute sur l'octogone, puis je suis comme, It's me, I'm the Canadian, avec l'accent français, là. Ça a fait le tour partout, man. Oh, man. Puis, il est comment Dana comme personne? Il est très prestigieux. Tu sais, il est relax, il est comme... Tu sais, il y a un aura autour de lui que, tu sais, il sait que c'est lui le boss. Mais avec moi, il a toujours été vraiment, vraiment correct, vraiment chill. Tu sais, je pense que les combattants qui parlent contre Dana White, c'est des gars qui, tu sais, je vais vous dire une affaire. Moi, je suis allé, ça va être la 6e ou 7e fois que je vais à Las Vegas. J'ai fait 4 combats. Je suis allé m'entraîner 2 fois, excusez. Là-bas, là, t'as UFC Institute, qui est comme l'institut de l'UFC, que tu peux t'entraîner gratuitement avec des professionnels, massothérapeutes, physiothérapeutes, sauna chaud, bain froid. Écoute, c'est le paradis des athlètes là-bas. Là. Tu vas là, tu t'entraînes, c'est gratuit. OK? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand ligue sportive, que ce soit au hockey, au football, au basket, qui offre ça à tous les athlètes. Là, OK, oui, ils ont des plus gros salaires. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu veux avoir un gros salaire, arrange-toi pour faire des grosses performances. That's it, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment les performances qui dictent les salaires? Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la UFC, c'est vraiment plus le storyline, genre l'histoire derrière, comment il promouvoit le fight, t'sais. Le build-up de, OK, lui, il s'est passé telle affaire avec telle personne, puis c'est pour ça qu'ils se battent, puis c'est ça qui rend... Enfin, comme, selon toi, est-ce que c'est... La priorité revient plus à la performance pour vendre des tickets ou ça joue plus vers le storyline? C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Je pense que la personnalité est une grosse partie. Une grosse partie, ouais, exactement, de ce qui se passe. La personnalité, c'est le numéro 1. Mais c'est sûr que comme dans n'importe quel sport de combat, que ce soit en boxe, ils vont bâtir des combattants. Tu regardes Ian Gary, je sais pas si vous le connaissez un peu, c'est un grand Irish, il est blond, il est 11-0. By the way, Gary, je vais te péter, mec, je te rencontre un moment donné. Tant que les choses. Mais lui, là, il a été buildé de A à Z. Là, okay? Il est arrivé dans l'UFC, je pense qu'il était 8-0 ou 7-0. Puis ils ont donné des combats quand même assez faciles. Le gars, il a genre 100 quelques mille followers sur Instagram. C'est une grosse tête déjà. Fait que c'est un gars que l'UFC veut pas perdre. Ouais, moi, j'ai 8-9 000 followers là, sur mes... Fait que l'UFC, là... Ça les intéresse pas tant que ça. C'est sûr qu'eux veulent des gars qui sont des grosses têtes et tout. Par contre, à mon prochain combat qui risque d'être en juin à Toronto, si je fais une grosse performance puis un gros KO comme je suis habitué de faire, mais mon image va augmenter. Je risque d'avoir plus de followers. Fait que tout ça vient ensemble. Par contre, il faut que tu aies une histoire à raconter puis il faut surtout que tu aies des performances à offrir, selon moi. Puis, ben, tu sais, c'est comme Paddy de Baddy, là. Out of nowhere, il est embarqué, puis lui, son storyline, c'est d'être chubby, là. Tu sais, genre, c'est fou. Fait tu sais, genre, n'importe quelle storyline peut bien marcher si t'as la personnalité qui vient avec. Le Paddy, c'est vraiment beaucoup sa personnalité, parce qu'en tant que fighter, tu sais, moi, je suis pas un expert là-dedans et tout, mais en tant que fighter, moi, je le trouve pas, tu sais, si impressionnant que ça, comparé à d'autres personnes dans sa division, mais c'est vraiment sa personnalité qui fait en sorte que il est capable de sa diète, là, tu sais, je m'en foutisme de comment, moi, je mange des burgers, puis tu le vois, il y a une chaîne YouTube aussi, là, puis il devient fat, là. Ah, ouais, clairement. Tu sais, ça doit tellement pas être bon pour son corps, en plus, je dis ça, je peux bien mieux placé pour parler, je monte aussi pas mal, là, mais quand même, tu sais, il faut faire attention, là, sa santé, c'est pas le best, là, tu sais, puis comme tu dis, c'est un feu d'artifice, Paddy, là. Tu sais, en ce moment, premièrement, son dernier combat, il l'a perdu. Il l'a pas gagné, puis là, il va se pogner contre Drew Dober. Il va se faire exploser, là. C'est un solide Drew Dober, là, tu sais. Puis là, il n'y a pas le choix de pogner des gars qui sont proches du top 15 parce qu'il gagne tous ses combats, puis c'est une grosse tête, tu sais. Il faut lui donner des tests, tu sais. Fait
J'ai vraiment hâte de voir quand il va se rapprocher du top 15 à quoi ça va ressembler. Là. Puis l'aspect santé, toi, est-ce que t'as souvent dû cut weight ou genre. Moi, c'est le bordel, mon gars. C'est comment ça le cutway? Parce qu'on a souvent entendu dire que c'est super dangereux, cette espèce de côté-là, puis il devrait avoir plus de weight class pour éviter cette espèce de problème de santé-là. Là. Ben, clairement, tu sais, il y a un gap entre les 155, 170 puis 185. Tu sais, à la boxe, là, c'est comme 135, 145, 155, 165. Je pense qu'il devrait avoir une catégorie 165 puis 175 livres. OK? Tu sais, moi, je suis suivi par un naturopathe, nutritionniste. Il y a un water loading qui se fait avant. Là, fait que la semaine avant ta déshydratation, tu bois 8 litres d'eau par jour. 8 litres d'eau, là, c'est 4 canisses de 4 litres. 2 canisses de 4 litres. C'est immense, là, tu sais. Fait que ton corps se remplit d'eau constamment. Tu vas aux toilettes beaucoup, mais tu élimines pas toute ton eau parce que, bro, tu bois 8 litres d'eau de plus que ce que tu bois d'habitude. Okay? Donc ça, c'est un processus que tu fais. Tu coupes le salé, tu coupes les sucres, tu manges ta diète en conséquence. Puis par la suite, la veille de ta déshydratation, t'arrêtes de boire ou tu bois 1 litre. Là, tu as passé de 8 litres à boire 1 litre d'eau. D'un coup. Ton corps continue à flusher automatiquement. Tu continues à aller aux toilettes parce que pour lui, tu sais, il est encore en processus de water loading. Le fait que tu arrêtes de boire de l'eau comme ça, puis que tu commences ta déshydratation, c'est comme si tu rouvres une champleur, man. Quand tu commences à te déshydrater, tu sues ta vie, bro. C'est comme si le processus de water loading t'as tellement rempli d'eau que là, tu acceptes que l'eau sorte et tout se flush toute seule. Okay? Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Après ça, pédialyte, BCAA, électrolyte, amino, tu te reloads comme il faut, tu manges bien, des carbs, tu essaies de rebuild up. Tu sais, moi, j'ai déjà pesé 2,38 dans mon jeune temps, quand j'étais un jeune fou. Puis j'ai fait ma carrière amateur à 185. Là, t'es welterweight. Je me bats à 170 chez les pros. Puis je commence mon camp d'entraînement autour de 200-205. OK. Fait que, ouais. Fait que je me rends de 205 généralement à 188. OK. Fight week, je flush un 2-3 livres avec mon water loading, puis je déshydrate un 15 à 16 livres. OK, wow. Ouais, mais pour le corps, ça doit être... c'est rough, man. Gros, c'est rough, man. Avez-vous... C'est vraiment, là... C'est vraiment... C'est une des pires choses que j'ai faites dans ma vie. Puis, je suis un gars qui est fort mentalement, puis... Quand il me reste une livre ou deux, là, je suis comme... Je regarde mes coachs, puis je suis comme, man, il est temps que ça arrête, là. J'ai pas de fun pantoute. Ce qui est fou, c'est que c'est comme à quelques jours du combat. Là. C'est jusqu'à à 2 jours du combat. La veille, c'est ça, hein? Le lendemain, il revient sur stage. Déshydrater une question de... une demi-heure. Parce que j'en fais un peu la veille, rien de trop dramatique la veille. Le gros, je le fais le matin. Ça me prend peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Un coup que je suis déshydraté, là, je m'en vais me peser tout de suite. Je me réhydrate tout de suite après. Fait que c'est une question de quelques... 1 heure, 1 heure et demie, je suis déshydraté. Après, je me réhydrate. Ce qui est fou quand tu te réhydrates, mon gars, là, c'est que tu vois quasiment 3D, man, le gros, là. T'es genre... ton corps est Non, mais les couleurs sont différentes. T'as tellement été déshydraté puis faible. Là, tu te reloads, man, d'électrolytes, de fruits, puis tout, man, là, t'es comme... Oh shit, ok, ouais, je suis comme un avatar en ce moment. Fait que non, c'est sûr que si je pouvais ne pas le faire, je le ferais. J'ai fait un combat à 180... C'était 178 livres, le poids. Ça a été une merveille, man. 180 livres, là, j'avais coupé 5-6 livres. Là. C'est merveilleux faire ça. Là, mais je pourrais pas me battre à 185 livres. Je me battrais contre des Alex Pereira qui embarquent dans la cage à 2,17. Je me ferais défoncer, man. Là, fait que c'est pas la beauté du sport parce que c'est pas nos vraies catégories de poids. Par contre, tout le monde le fait. T'as pas le choix de le faire. T'as pas le choix d'embarquer dans le train puis de le faire, tu sais. En parlant d'Alex Pereira, tu penses Easy il gagne le rematch ou Pereira il a son number? Ça va être noir, bro. Là. Ouais, littéralement, ça va être noir, tu sais. Mais je sais pas si vous vous souvenez du combat de Pereira contre Easy. Le dernier. Non, le dernier. Le dernier, ouais. Easy l'avait clippé au premier round, man, avec un solide crochet, bro. Pereira, il dansait, là, tu sais. First round. Mais il a pas regardé le finir. Ouais, mais c'est surtout le temps, comme il avait réussi à le clip, il restait comme 3 secondes. C'est ça, exactement. Il était en train d'essayer de le rush, puis
Ouais, c'est ça. Fait que, je souhaite. Moi, j'adore Izzy, là. Tu sais, j'aime vraiment son style. C'est un gars qui a du style en dehors de. Technique. Ouais, il y a beaucoup de technique. Tu sais, c'est un beau personnage. Tu sais, il rentre, il fait des chorégraphies de danse. Avec tu sais, c'est un showman. Puis je trouve qu'il fait bien ça. Toujours très respectueux. Tu sais, de temps en temps, il embarque. Mais non, moi, j'aime bien Izzy, là. Puis t'as suivi la situation avec tout ce qui se passe avec Francis Ngannou, John Jones, la saga. Tu penses que si jamais il y avait un fight à faire... Ouais, t'as regardé le fight de John Jones contre Gain? Ben oui. T'en as pensé quoi? Bro, Jones, c'est une terreur, là. Ouais, il est arrivé là. Premièrement, ce qui arrive, c'est que Jones a un aura autour de lui de GOAT, un des meilleurs combattants de l'histoire. Cyril Gane était battu d'avance. Okay, quand Cyril Gane était même pas dans les arts martiaux mixtes, John Jones était le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Fait que tu vas te battre. C'est comme si moi j'allais me battre contre Georges Saint-Pierre. Tu sais, je veux dire, c'est dur mentalement là, de franchir cette barrière psychologique-là, de dire que t'affrontes le meilleur au monde. Puis on le voyait que Jones il était tellement discipliné dans ses derniers entraînements. Il a pris du poids, il était. Puis quand il est rentré dans le combat, Jones. Moi, je suis un passionné, j'étudie tous ces combats. C'était pas genre un stand, une main longue. Souvent, il battait comme ça. Là, c'était pas ça. Là, c'était je suis comme ça, puis je rentre. Là, puis là, il boxait, puis tout. Puis j'étais comme... C'est pas le John Jones qu'on a vu avant. Là. C'est un John Jones comme... Fait que, tu sais, clairement, Gain, il a pas géré ça. Là, fait que... moi, John Jones, c'est de GOAT. Là. S'il arrêtait de l'échapper à l'extérieur du gym. Ouais, c'est ça son problème. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à accrocher au personnage de John Jones. C'est complètement malade, ce gars-là. Là. Ouais, c'est qu'il y a littéralement des combats qui s'est entraîné comme la semaine passée. Là. Il a fait son camp d'entraînement une semaine, puis il cassait des gueules contre... son prénom, c'est Alex Gustafsson, c'est ça? Alexander Gustafsson. Ouais, qui, son premier combat, c'était comme une guerre, là. Ouais. Puis après, rendu au deuxième combat, John Jones s'est vraiment entraîné pour de vrai, puis c'était pas le même combat pour vrai, là. C'était quand il a battu DC, là, à la conférence de presse, il dit, là, DC, je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit, là. Il dit, t'es rien qu'un cocaïnomane, puis tout. Il dit, man, justement, il dit, je t'ai défoncé, puis 2 jours avant, j'étais sur la coke chez nous. Tu sais, le gars, le seul combat que John Jones a perdu, c'est parce qu'il a donné un elbow de en haut en bas, puis c'est complètement coude illégal. Puis il pétait le gars, il est en ground and pound, puis il va du nord-sud, sans la tête. C'est la seule façon qu'il a perdu. Fait que pour toi, c'est comme le meilleur. Ouais, pour moi, c'est The GOAT. Ouais. C'est sûr que Georges Saint-Pierre, pour moi, ça reste un modèle, ça reste l'emblème québécoise, puis une des plus grandes têtes de l'UFC. Par contre, John Jones, bro, pour moi, c'est un des meilleurs combattants. Tu sais, mettons, t'avais à faire ton top 3, même si ceux qui ont pris leur retraite ou actuellement, ça serait... J'irais avec Jones, GSP, puis Khabib. Ouais. Khabib, on n'a pas le choix de le mettre dedans parce que, bro... Chris, c'est... Tu sais, je veux dire, il a jamais perdu, là. Fait qu'on dira bien ce qu'on veut, là. On peut pas... Son fight contre Conor qui était comme... il manipulait comme si c'était une poupée, là. Puis il fait « What you gonna say now? What you gonna say now? » Puis c'était comme, lui, il s'en allait à la guerre là, pour mourir. Je pense pas que Conor il était dans le même état d'esprit que lui. Ouais, tu l'as vu juste après le premier round, quand Conor a dit à Khabib, c'était juste de la business, bro. Ouais. À partir de ce moment-là, tu savais dans la tête à Khabib qu'il s'était dit « OK, j'ai déjà gagné. » là. Le gars, ça ne tente plus. Là, fait. Khabib, il se battait avec des ours quand il avait 8 ans. Là. Tu veux faire contre ça, Big? Le gars, son père, il achète un ours à 8 ans, il se dit va te battre avec. Mon mère, elle m'achetait pas des ours quand j'étais petit. Ça, c'est des armes militaires. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ils sont malades, eux autres, les Daghestan, les Daghestans, ouais, sont comme complètement... sont une autre mentalité, là. Oh, ouais, clairement. T'as fait partie de plusieurs événements, puis c'est qui est intimidant, en vrai, là? Tu sais, t'es comme, je pourrais pas me ramasser dans la cage avec lui, mettons. Ngannou, là, je me suis entraîné à côté de lui, là. Bro, c'est un monstre, là. Genre, ses cuisses, c'est moi. C'est moi au complet, là. Vraiment, là, tu sais. Puis en plus, man, si vous savez pas ça, man. J'ai ma chaîne ici. Puis là, il vient me voir, man. Il me dit, pogne la chaîne. Belle chaîne. Puis il parle français en plus, là. Là, je suis comme, merci. Puis là, je suis comme, Chris, tu t'adonnes? C'est quoi? T'es en train de m'intimider, là? T'es en train de me taxer, là? Tu donnes ton dîner. Là, j'étais comme, Chris, merci. J'ai dit, c'est un lion. J'ai dit, pour mon surnom. Puis là, il me regardait dans les yeux, puis il était comme,
Je suis comme, bro, je te donnerais pas ma chaîne, là. Je veux dire, t'es bien beau être le champion, puis je te donnerais pas ma chaîne, là, en tout cas. Je sais pas si c'est ça qu'il voulait, mais vraiment, ça ressemblait à ça. Mais man, il est tellement gros et tellement fort, là. Je te dis, c'est assez impressionnant. Mais sinon, j'ai fait ma déshydratation à mon premier combat avec Marlon Vera. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Marlon Vera. Prenez la chance d'aller regarder sa photo. Il y a des tatous partout. Il y a vraiment un style. C'est lui qui avait battu Sean O'Malley. À un moment donné, il l'avait battu comme... En tout cas, puis je pense que son équipe à Marlon Vera, c'est des gars qui s'en grillent pas mal, là, qui fument pas mal. Ça sentait le weed partout dans l'hôtel, man. J'étais comme, tabarnak, what the fuck, man. Puis, mais tu sais, c'est une grosse tête d'affiche, Marlon Vera. C'était lui le main event. Ok, ça passe. Ouais, c'était puis tellement nice, le gars, bro, là. Sweet, mon gars, trop cool. Je coupais du poids, il coupait son poids à côté de moi. Il était comme, on se met-tu du Bob Marley? Je suis comme, ouais, on peut se mettre du Bob Marley. Il écoutait du Bob Marley, man. J'étais comme, OK, il détend vraiment l'atmosphère. Puis tu sais, quand tu te ramasses avec des gars comme ça qui ont de l'expérience dans l'UFC, qui se sentent bien, qui sont pas stressés, ça te manque confiance. Tu fais comme, man, c'est mon patinet, ça, à côté. Ouais, 100%. Fait que vraiment, Marlon Vera, ça a été mon coup de cœur depuis mes débuts à l'UFC. Couper du poids avec lui en écoutant du Bob Marley, j'étais comme, man, c'est chill, c'est relax dans le fond. Il y a rien là, couper du poids. Là. C'est des gros fumeurs de weed aussi, quand même, dans la MMA. Je pense que oui. Dans la MMA, c'est des gros. Je comprends pas comment les gens font ça. Là. Moi, mon cardio, pour elle, le cardio, c'est la clé du succès dans les combats. Le premier des deux qui ralentit, c'est généralement lui qui va perdre le combat. Fait que je cache pas comment les gars font pour avoir un bon cardio puis consommer du cannabis. Ils ont une recette que je sais pas. Là. C'est quoi que tu fais pour ton cardio? Écoutez, j'ai une nouvelle formule qui fonctionne vraiment bien. Moi, dans ma tête, c'était plus tu t'entraînes fort, plus tu cours, plus tu fais du basic. Moi, avant, je courais en montagne. Puis vraiment, c'est un cardio de feu en montagne. Puis je pense encore que c'est très bon. Par contre, tu veux être bon au hockey, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au hockey. Ouais, 100%. Tu veux être bon au tennis, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au tennis. Fait, tu veux avoir un bon cardio en combat, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats. Ouais. Tu te bats, man. Puis tu travailles ton cardio en combat, tu sais. Fait que c'est vraiment... Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, je sens que mon cardio a évolué beaucoup. Ouais. Parce que moi, c'est quoi que j'ai remarqué? J'ai tellement vu une grosse différence, mettons, dans le cardio, parce que je cours... Tu sais, mais j'ai tellement... Tu sais, je considérais que j'avais un cardio correct. Peut-être pas à ton niveau, mais comme correct. Puis quand je suis arrivé en jiu-jitsu, juste à commencer à me battre, à comme utiliser plus tes muscles, ton haut de corps, puis tout, là, tabarnak, je me ramassais que j'étais comme, tu sais, brûlé, là, moi, ce que je pensais, c'était pas grand-chose. Mais je me suis vraiment rendu compte que comme il y a différents comme types de cardio. Comme tu as dit, c'est juste à le faire, tu vas gagner du cardio juste à... J'allais dire comme du cardio de muscle, là, mais je sais pas comment l'expliquer. Ça fait du sens. T'as différents types de fibres dans ton corps. T'as des lentes, t'as des rapides, tu sais. Fait que, tu sais, comme un gars qui fait des marathons va pouvoir courir pendant 1h30 non-stop à un rythme régulier, mais demander de faire un sprint, c'est différent, il va être brûlé, tu sais. C'est à l'inverse. Les sprinteurs feraient pas des courses de... Fait que, tu sais, ça dépend de comment tu t'entraînes. Tu sais, moi, j'essaie vraiment de faire les deux. Une fois de temps en temps, j'essaie de faire un 45 minutes, 1 heure, sans arrêt non-stop pour aller puiser dans mes réserves. Puis un autre moment donné, je vais faire comme une demi-heure, mais 1 minute de sprint, 1 minute off. 1 minute de sprint. Fait vraiment, ça va essayer de travailler tes deux capacités aérobiques et anaérobiques vraiment qui vont faire que tu vas travailler tout ton cardio au complet. Là, OK. Puis je voulais revenir aussi là-dessus, changement de sujet un petit peu. J'ai remarqué sur... je suis allé regarder sur ta page Instagram, tu es aussi commentateur sur une ligue ici. Multitask, man. Ouais. T'es pas accro à ton sport. Moi, je te dis, puis tu sais, puis ma blonde, quand elle a commencé à être avec moi, c'est ce qui fait que je l'aime autant, c'est que je lui ai dit, quand il y a un samedi soir, il y a un UFC, t'as 2 options. Soit tu l'écoutes avec moi à la maison, ou je m'en vais l'écouter avec mes chums puis je l'échappe. Quand elle l'écoute, non, c'est des blagues. Mais tu sais, elle sait que je suis vraiment obsédé par ce sport-là. Je suis arbitre des galas amateurs. Fait qu'à Fight Quest, maintenant, je suis rendu arbitre de ces galas-là. Je suis commentateur pour l'organisation Samurai MMA, qui est une organisation professionnelle. Fait que je commente les combats et tout. Puis tu sais, vraiment, je trippe là-dessus. Là, tu sais. Je me promène dans les écoles puis les centres jeunesse.
j'offre c'est un programme que j'ai bâti, c'est secondaire 1 boxe, secondaire 2 kickboxing, secondaire 3 jiu-jitsu. Fait que dans le meilleur des mondes, les secondaires 1, j'y revois l'année d'après en secondaire 2, fait qu'ils touchent à tout. Ouais. Puis j'ai la chance d'avoir le collège Ville-Marie à Montréal qui m'offre ce contrat-là, puis qui m'ont vraiment aidé à bâtir, puis je suis toujours avec eux à chaque année. Ça va faire ma 3e année, puis ça va vraiment bien. Tu sais, moi, à l'école, moi, je suis un trouble de comportement. Moi, j'étais le bordel dans une classe. J'ai été dans des classes quand j'étais jeune. Ouais, moi, là, en secondaire 1, j'étais en trouble de comportement. Secondaire 2, trouble de comportement, je sortais par les fenêtres. Je veux dire, j'avais rien à voir dans une classe. Puis en secondaire 3, je suis tombé en sport-études hockey. Avec une moyenne de genre 75-80%, c'est qu'à chaque matin, je jouais au hockey. Je dépensais mon énergie puis tout. J'arrivais dans la classe l'après-midi, j'étais relax, mon gars. Fait que moi, le sport a vraiment changé ma vie. Le sport m'a sauvé du tout au tout. Puis c'est ce que je veux vraiment essayer de donner aux jeunes puis de leur faire comprendre que quand tu canalises ton énergie puis tes émotions de manière positive, il y a des belles choses qui s'en sortent de ça, tu sais. Fait que c'est vraiment pour ça que j'essaie de travailler avec les jeunes le plus possible. Puis j'y crois. Man, les jeunes là, de 8 à 13, 14, avant qu'ils commencent à avoir une tête de cochon, ils savent pas à quel point ils ont l'avenir devant eux. T'sais. Mais je sais pas, vous avez quel âge vous, les boys? Moi, j'ai 23. On est tous 23. Vous êtes vieux, là. Vous êtes on a fini. Non, mais on réalise pas. T'sais, moi, j'ai commencé à temps plein les arts martiaux à 21, 22, vraiment à me dire que je voulais faire ça à temps plein. Puis, man, j'ai réussi à changer mon étoile, man. Je suis dans l'UFC, je donne des cours, je me suis ouvert une école. T'sais, tu m'aurais dit ça là, quand j'avais 16 ans, j'y aurais jamais cru. Là. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Je rêvais à ça, mais je pensais pas que c'était possible. Là, la UFC, de l'MMA, des combats, genre t'en manges, toi. Pour aller faire arbitre, commentateur, t'entraîner, tout ça. Moi, j'en mange, bro. Si tu me verrais des fois chez nous, là, j'écoute des combats, j'ai mon calepin, j'étudie les techniques. Tu sais, moi, je suis coach aussi. Là. Je coach la boxe et le kickboxing. J'ai des grosses classes, j'ai beaucoup de clients. Puis pour que ces gens-là soient autant accrochés puis qu'ils croient en moi, c'est que je dois étudier les techniques. Je dois arriver avec des nouvelles choses. Je peux pas juste leur dire lance un jab, direct crochet, uppercut. Non. Faut que je trouve des variations, faut que je trouve des techniques différentes, des changements de stand, des pivots, tu sais. Puis c'est ça. Moi, je triple là-dessus. J'ai toujours été... Tu sais, quand j'étais petit, je disais à ma mère, man, on va battre les méchants. On va battre les méchants. On va se battre avec les méchants, man. Je voulais me battre avec tout le monde. À un moment donné, j'étais chez le voisin. J'étais en train de battre le voisin, man. non, mais... Fait que, tu sais, c'est vraiment en dedans de moi, man. C'est ancré en dedans de moi, tu sais. Puis j'espère plus tard avoir la chance de, après ma carrière... Là, je me bâtis des conférences justement sur la discipline, le travail, la résilience, la gestion des émotions, tous les sacrifices qu'on peut faire, vraiment la motivation, tu sais. Puis j'essaie de me promener beaucoup dans les entreprises, puis essayer de leur montrer un peu le cheminement que j'ai eu, puis par où j'ai passé, puis ce qui a fait que j'ai été en mesure de réussir pour avoir du succès, tu sais. J'essaie de bâtir mon après-carrière en même temps de travailler sur ma carrière de combattant, mais... T'sais, je me verrais vraiment pas me ramasser dans un bureau de comptable, genre où avant j'étais vendeur, retourner vendre, là, mais je parle de vendre des chars, là. Ouais, fait que c'est pas mal. Retourner vendre. C'est qui vend, lui, là? Vend des gants de boxe? Mais tantôt, plutôt dans le podcast, ça avait parlé que t'étais sur le Vivance. Ouais. Puis quand t'as arrêté ça. Ça a été rough en sac. Ouais. C'est ça, puis tu sais, c'est quoi la meilleure façon que tu as trouvé pour rester concentré dans tout ce que tu faisais dans ta vie sans être médicamenté? Ouais. Parce que je suis TDAH aussi, puis... Parce que moi, je suis beaucoup... Bro, vas-y. Ouais, je suis beaucoup de la mentalité parce que, tu sais, il y en a, je pense qu'ils en ont besoin de ça. Tu sais, ils ont vraiment un besoin d'être sur ces médicaments-là, mais je pense qu'il y en a qui, s'il y avait... d'autres options à utiliser pour ne pas prendre ces médicaments-là, ils le feraient. Ouais. S'il y avait la connaissance de si tu fais ça, tu vas être plus concentré dans la vie. Tu n'en auras peut-être pas besoin de prendre de ta vivance, en fait. Là. Fait que je me demande, toi, c'était quoi ce thing-là qui te... Ben honnêtement, je suis d'accord avec ce que tu dis, puis il y a d'autres alternatives que le Vivance. Il y a des produits naturels qui existent. Mon naturopathe m'en avait offert quelques-uns. Moi, j'ai arrêté stop. J'ai pas essayé de prendre rien d'autre.
je te mentirais de te dire que ça a été facile, là. Ça a été vraiment difficile. J'ai même été comme vraiment comme désagréable avec genre ma famille, mes amis, ma blonde, mes coachs. J'étais pas de bonne humeur, j'avais pas d'énergie, j'étais pas là, pas en tout. Ça a duré comme un gros 2 semaines. Puis tu sais, je me parlais, puis je me disais, tu vas être capable, tu sais, c'est pas une petite pilule qui... Mais man, ça faisait une grosse différence, là. Le Vivance, là, c'est quand même vraiment fort, honnêtement, là, tu sais. Puis je comprends pourquoi c'est illégal, là. Moi, là, je prenais quand même des grosses doses, là. Puis je me levais genre à 5 h le matin, je prenais mon Vivance, bro, j'allais courir, man. J'étais allumé comme un jet set le reste de la journée, man. Je faisais mes journées, puis tout. Puis tu sais, tout allait vraiment bien. Puis quand je suis tombé, arrêté du jour au lendemain, j'étais dépressif. Je trouvais ça difficile. Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, j'ai pas essayé de combler ce vide-là avec autre chose. Je me suis dit, on va y arriver, on va continuer. Puis si j'ai vraiment la flamme pour ce sport-là, la passion, vivance, pas vivance, je vais retrouver mon instinct, tu sais. Puis ça a été long, mais je l'ai retrouvé, tu sais. Mais au début, j'allais au gym, bro, je bougeais, là, puis j'avais pas de fun, j'avais même pas le goût d'être là, tu sais, parce que quand tu prends du vivance, t'as comme un petit kick à l'intérieur de toi, de genre... C'est difficile à expliquer, là, mais t'as comme un petit kick de confiance puis d'adrénaline, puis comme... Tu sais, t'as le goût d'être là, puis tu sais, puis là, quand tu tombes à plus avoir ça, man, c'est difficile, t'es plus le même, t'as moins d'énergie, t'es moins de bonne humeur. Fait que, il y a des alternatives en produits naturels qui sont possibles. Moi, j'ai voulu arracher le plaster, puis vraiment, tu sais... arrêter ça d'un coup sec. Puis, tu sais, je suis un gars qui est hyperactif. Je le savais que j'allais le retrouver, que c'était juste une question de temps avant que mon corps comme accepte que j'ai plus ce produit-là dedans de moi. Okay. Mais pour ceux qui nous écoutent, moi je suis TDA aussi, puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est la méditation. La méditation, ça aide vraiment, vraiment énormément pour tous ceux qui ont des troubles, des déficiences d'attention, là. Moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ouais. Ben, je médite beaucoup aussi. Tu sais, je le fais beaucoup, fait que peut-être que ça m'a aidé sans que je m'en rende compte, mais ouais, clairement, la méditation, c'est sûr que ça l'aide, là. 100%. Si on embarque dans les blessures, là, c'est quoi la pire blessure que toi, t'as eue dans le sport, là, mettons? Je suis chanceux, man. C'est-tu du vrai bois, ça? Ouais, c'est... Parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de blessures, man. Tu sais, des petits problèmes, des mal au dos, mal aux épaules et tout. Je te dirais que les plus grosses blessures que j'ai eues, c'est mon arcade sourcilière fendue avant mon combat, le nez pété. Sinon, ça a été ligaments collatéraux internes de gravement étirés, mais pas déchirés. Ça, c'est dans une compétition de jiu-jitsu. Le gars m'avait pris dans un genre de leg lock. Ma jambe était prise, je voulais pas taper. J'ai toffé, j'ai réussi à sortir et tout. Sur le coup, c'était correct, j'étais chaud. Puis après le combat, je marchais juste plus, là. Je marchais plus pantoute. Il faut que je fasse beaucoup de physio puis de réadaptation pour revenir fort. Mais sinon, pour vrai, je suis chanceux. Je me suis tenu. Mais man, je fais attention à mon corps, là. J'ai une masso qui me suit en camp d'entraînement une fois par semaine. J'ai Joe Roy, qui est mon kinésiothérapeute, qui est une machine. Fait que, tu sais, je veux dire, je fais attention à mon corps, là. Tu sais, dès que j'ai un petit bobo, je vais voir quelqu'un, puis tu sais, ben chaud, sauna. Tu sais, j'essaie de bien dormir, puis fait que, mais... C'est sûr que les blessures sont présentes, puis je pense que c'est le démon numéro 1 d'un athlète, c'est ça, c'est les blessures. Il n'y a rien qui peut casser ta carrière à part ton mental puis tes blessures, tu sais. Fait que... Puis comment tu fais dans un octogone, tu sais, j'ai l'impression que quand tu te bats, t'es un peu dans un mode, faut que tu le fakes que t'ailles mal, faut pas que tu le montres à ton adversaire que t'ailles mal, tu sais. Comment toi tu l'entreprends, comment tu fais pour spotter que la personne, lui, là, j'y ai fait mal en crise, là, puis je devrais comme... Ben, en contrôlant beaucoup, en contrôlant beaucoup tes coups, tu le ressens. Moi, quand je mange des coups, je ressens rien. À date, il n'y a pas un coup que j'ai fait comme... J'ai comme numb un peu, là, tellement d'adrénaline. T'as tellement d'adrénaline que tu ressens rien. Par contre, c'est le regard, souvent. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Dans le regard, si tu vois que le gars, il te regarde moins ou que... Tu vas le voir, OK, là, il est fatigué. Ou, OK, là, je l'ai touché, tu sais. Mais, tu sais, physiquement... Tu sais, moi, on m'avait dit, ce qui te fait le plus mal, c'est les coups dans les jambes. Bro, je me suis battu contre Troy Green, il m'a défoncé à la jambe, puis pendant le combat, j'ai rien ressenti. Pendant le combat, je sentais rien. Les 2 jours après, je marchais pas, tu sais. mais pendant le combat, j'ai vraiment rien ressenti, tu sais. Fait que je pense que l'adrénaline est tellement puissante que, tu sais, fait que c'est soit que tu ressens rien ou que tu manges un coup,
puis qui te fracasse, là. Genre un coup au corps, genre qui te tue, ou un coup de pied dans les mollets. C'est rendu à la nouvelle mode. Les coups de pied au mollet, ça fait beaucoup du ravage. Fait que c'est vraiment au niveau du regard, je pense, que tu t'es capable de déterminer si, OK, j'ai touché la cible, OK, il ralentit, il est fatigué, ou tu sais, j'y ai fait mal, tu sais. Puis la pire blessure que t'as donnée? Un genou, tu sais, 3-4 commotions. un Le flying flying knee, knee, là. là. Flying knee, là, si man. vous regardez la... Je sais pas si on peut le voir, là, si vous regardez la tête du gars... Ouais, ça bounce par en arrière. J'espère qu'il y avait un rendez-vous chez le chiro le lendemain, lui, man, parce que... Mais le flying knee, je pense que, tu sais, ça a été... C'est sûr que c'est le plus gros KO que j'ai fait de l'histoire, tu sais, des arts martiaux mixtes. La plus grande... mon premier combat professionnel. J'ai brisé la mâchoire et le nez de mon adversaire. Fait que ça se peut que, tu sais, ça... Tabarnak. Puis il m'a écrit le lendemain, puis il m'a dit, bro, comment il dit? Il dit, t'as de la dynamite dans les mains. Je me suis jamais fait frapper fort comme ça. Puis tu sais, ce On combat-là... s'est fait tantôt. Ce combat-là, en plus, ce combat-là a été arrêté entre le premier puis le deuxième round. Ça n'a pas été arrêté pendant le combat. Ça a été arrêté, le gars, il s'est levé, il est allé dans son coin, puis j'ai ressenti dans son visage... C'était fini. Là. Ouais, ça ne tentait plus pantoute d'être là. Puis c'est comprenable. Là, je veux dire, non, mais c'est comprenable. Là, tu te dis, fuck, man, je sens que ma bouche, elle ferme moins bien qu'elle fermait. Puis j'ai le nez pété. Mais c'est pas fini. Ton nez plus que d'habitude. C'est pas fini. Il faut que j'y retourne en plus. Fait ouais. que je pense vraiment que... Mais tu sais, ça a été, selon moi, tu sais, puis après ce combat-là, le gars, il a plus vraiment jamais été le même. Là, ça a été difficile. Là, quand... C'est surtout la tête, sûrement qu'il va y avoir un petit ralenti. J'étais déchaîné, là, je criais à tout le monde dans la cage. Là. Ouais, c'est le mouvement de la tête. Là, mais tu sais, quand je dis que quand tu le sais, là... Holy shit. my God! Moi, je l'ai comme juste poussé, tu sais, je le savais que c'était fini, là, ça ne donnait rien de le frapper encore. De le frapper encore, tu sais, puis... Ah, t'es plus le même après ça. Là. Ouais, tu dis à une autre personne. Puis en plus, c'était un peu terrifiant parce que là, j'étais dans l'octogone. Puis là, man, les ambulanciers, puis tout le monde autour sortent les civières, puis sont comme Chris, il est mort, Ah non. Je suis comme, non, là, calmez-vous, il va se relever, esti. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait. Oh, vas-y. Vas-y, non. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire, c'est dans les fights de UFC. Tu sais, quand quelqu'un vient de se faire knock, ou il est TKO, il est en douleur, pis tu vois toutes les caméras qui arrivent en gros plan comme ça sur lui. T'as Joe Rogan qui vient avec son micro, tu sais, avec McGregor. Comme, yo, comment tu te sens, genre, pis c'est à sa jambe. Le McGregor, il est assis comme, it's not over, it's not over. Il est même pas capable de se lever. Avec son accent lyrique, là, Your wife's in me DMs. Your wife is in me DMs. Oh, man. C'est quelque chose. Ouais. Fait que ça... Je dirais que les plus grosses blessures, ça a peut-être été ça, mon premier combat, ou en jiu-jitsu. En jiu-jitsu, ça a l'air banal, mais tu sais, je veux dire, les kimura, les clés de bras, tu sais, des fois... Puis surtout quand t'es dans une compétition, tu veux gagner ton combat, tu vas jusqu'au bout, tu sais. Fait que c'est déjà arrivé que j'entende des petits cracks, là, tu sais, mais... Oh shit. Ouais. Oh, man. C'est quel genre de combattant qui t'achète le plus? Mettons, moi, dans une situation de combat, les gens coquilles, là. Ah, si que j'aille ça, là. Ah ouais? Mais, tu sais, mettons, là, un McGregor, là, moi, me retrouver devant ça, là, je serais le gars silencieux, puis comme, OK, je vais rester low-key, là, puis je vais moi, lui j'adore redonner ça. Je Je trouve vais que lui c'est trop redonner une nice. tabarnak, là. Moi, je suis j'adore plus les dans- péteux de brou. Ok. Plus tu jappes fort, mon gars, plus je vais t'éteindre, man. moins tu parles, plus tu m'effraies. Ah non, il dit pas un mot, hein, ça va pas bien, là. C'est un psychopathe, ça. C'est ça. Mais c'est Il te vrai. regarde dans le blanc Ouais, des puis là, yeux. il cligne pas des yeux, il y a un œil qui ferme, non, t'es comme, si, il est pas là, lui. Mais, tu sais, comme mon combat de championnat contre le grand James Cardinal Lauzon, il y avait beaucoup de trash talk qui disait qu'il allait m'exploser. Il est arrivé à la peser avec une muselière. Oh, shit. Comme vraiment, genre, en pour, mode, pour se la jouer. Il est rentré au combat avec une muselière. Il est rentré dans le combat avec sa muselière, bro. Il a enlevé son linge, il enlève sa muselière. Puis quand il enlève sa muselière, je vois juste son visage faire... Je suis comme, Chris, bro, tu respirais pas. Je suis comme, OK, toi, t'es pas là, man. Fait que, vraiment... C'est très grande C'est drôle. Le gars, il s'accote. déjà brûlé. Fait que, mais moi, plus tu show off de même,
plus ça me... T'as envie de l'exploser. Ouais, puis ça me dit genre, bro, t'as pas de confiance en toi, là, tu sais. Je comprends un gars comme McGregor qui l'a fait. Tu sais, pour être des gars qui se pètent les bretelles autant puis qui sont capables de livrer la marchandise, il y en a pas gros. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que moi, je respecte ça un peu. Surtout des gars comme McGregor ou Chael Sonnen. Parce que c'est... Que tu le veuilles ou non, ça demande du courage, là. Parce que quand tu perds, t'as l'air d'un crétin, là. Tu comprends? Fait comme, tu talk ton shit. Mais si à chaque fois, t'arrives à back it up, comme il y a un respect qui se donne là-dedans. C'est comme prendre un investissement à haut risque. Ouais. Genre, tu t'en vas là, man, Ah. pis t'es comme, ok, c'est all or nothing, là. Si je perds, c'est ça. Comme tu l'as dit, là. C'est comme un Biggest peu- clown in the house. Exactement. Sinon, s'il gagne, c'est le héros, là. C'est comme un peu un Jake Paul. Je sais pas si tu suis, Ouais, toi, ouais. les combats de boxe. Tu sais, il talk son shit, il parle mal. Tu sais, récemment, il a perdu. Mais moi, je trouve qu'il a pas perdu de façon si... Non, c'était correct. ouais, le c'est- combat, il s'est pas fait knocker, là, tu sais. Ouais. C'était correct, là. Qu'est-ce que t'en penses de ça, des YouTubers, des Jake Paul qui mettent leurs pieds dans un sport? C'est une bonne question. Ben, je suis pas contre. Tu sais, ce que je trouve un peu déplorable, c'est que le gars choisit ses combats, clairement. Ouais, 100%. t'sais. Fait que c'est ça que je trouve déplorable. Je suis comme, tu veux être un vrai boxeur? Ouais. Parfait. Prends la voie que les vrais boxeurs ont faite. Ouais. Va faire des combats amateurs. Bats-toi professionnel contre des gars de ton calibre. Pas contre genre Ben Askren, qui est une saucisse mondiale. Genre, qui s'est jamais... Non, mais qui s'est jamais battu genre debout. Là, on l'a vu, là, Ben Askren, là, c'est un lutteur. Là, t'sais, Woodley qui est fini. Puis, on le sait pas si les combats sont arrangés ou non, bro. C'est controversé, là, bro. Là, C'est ça qui est tough. fait que, tu sais, puis là, on l'a vu. Il s'est pogné contre Tyson Fury, qui est un vrai boxeur. C'était pas le combat de l'année, c'était chaudement disputé. Tu sais, j'ai du respect pour Jake Paul parce que le gars a l'air de s'entraîner fort. Ouais, Puis de c'est vraiment, ça. tu sais, comme il bûche, là, tu sais. Fait que, tu sais, il prend ça au sérieux, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que quand t'as de l'argent dans la vie, Ouais, ça facilite beaucoup les énormément. choses, tu sais. J'ai hâte de le voir quand il va se prendre contre des vrais grands boxeurs. Tu sais, Tyson Fury, il a sa réputation à cause de son grand frère. Tu sais, c'est ce qui l'aide à avoir un chemin dans le monde de la boxe, mais c'est pas le plus grand des boxeurs. Là. Tu sais, on l'a Ouais, c'est vu, vrai, là, c'est vrai, tu sais. c'est vrai. Fait que, tu sais, je respecte ça, mais c'est ça. J'ai hâte de le voir contre vraiment l'élite mondiale. Là. Je pense Combat de boxe contre Jake Paul, est-ce que tu l'exploses? Moi, j'aimerais ça, man. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que je voulais faire un combat de boxe. Vas-y, va voir. Il est là, le Paul. Là. Il est dans le live Twitch. Paul. Mon fuck. Non, mais j'ai toujours dit que plus tard, je voulais faire ça, moi, un combat de boxe. C'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je trouve ça beau. Les souliers, les bas montés, la culotte de Ouais, boxe, ouais. tu sais, je trouve que ça a du style de la Ouais. classe, tu sais, puis à la base, j'ai commencé avec ça, la boxe, moi, tu sais, fait que j'ai toujours dit que plus tard, si ma carrière dans le MMA se terminait, j'allais vouloir essayer de faire peut-être 1, 2, 3 combats de boxe, là. Ouais. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, des sports de combat, de la boxe, la MMA, c'est que c'est vraiment un art dans le style où... Parce que pour moi, de l'art, c'est une façon de t'exprimer. C'est tu t'exprimes à travers un véhicule, puis tu t'exprimes exactement de la même façon dans les sports de combat. Tu sais, t'as ton propre style à toi de comme, ok, Ouais. t'es ce genre de... T'as ton identité de combattant. Ouais. Toi, tu dirais, ça serait plus quoi comme ton identité? C'est vraiment, t'es plus un striker. Ouais, de je ce point de vue. suis plus un striker. On me reconnaît plus comme un striker parce que j'aime bien me combattre debout. Par contre, j'adore travailler la lutte. Tu sais, j'ai confiance en mon jiu-jitsu. Je suis plus un striker parce que j'utilise plus mes points. Puis on l'a vu dans mes derniers combats, j'ai de la misère à retrouver mon identité un petit peu. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à mon premier combat dans l'UFC, ma déshydratation a été le bordel. J'ai été malade la veille. Tu sais, on a parlé de déshydratation. Celle-là avait vraiment pas bien été. J'ai vomi pendant 1h30 après ma déshydratation. J'étais pas capable de me réhydrater. Tout ce que j'ingérais, je le ressortais. Ça marchait pas. Fait que, tu sais, à mon premier combat dans l'UFC, j'ai vraiment dominé le premier round. Puis j'ai manqué d'énergie au deuxième round. Parce que j'ai voulu finir le combat au premier round. Je suis un gars qui est très agressif. Je suis un gars qui fonce, tu sais, qui utilise sa force de frappe. Puis là, à mon deuxième combat à l'UFC, j'étais comme été plus patient. J'ai fait 3 rounds de 5 minutes. J'ai gagné de manière un petit peu plus serrée. C'était très relax comme combat. À mon dernier combat, j'étais juste pas là mentalement. J'ai comme de la difficulté à me retrouver mes repères. Mais tu sais, vraiment, à mon prochain combat, je veux retrouver le Johan que j'étais avant, là, tu sais.
qui rentre dans l'octogone, qui est prêt à mourir, qui est là pour la guerre, tu sais, qui fonce, qui envoie des grosses frappes, tu sais, vraiment, c'est ça qui a fait ma marque de commerce, puis c'est mon identité, puis c'est ce que je veux aller retrouver, là. OK. Puis en parlant d'identité, est-ce que tu as des superstitions, toi, avant de rentrer dans les ou pas du tout? T'es vraiment plus... T'es-tu prête? T'as du temps? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai beaucoup de superstitions. Moi, dans le fond, ma tante est morte en allant monter le mont Kilimandjaro en Afrique. OK. Ouais. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que il était à 2 heures du sommet. C'était la dernière nuit. Puis elle est décédée dans son sommeil. Elle a manqué d'oxygène. Puis c'est mon oncle. Ça leur a pris 8 jours monter. C'est mon oncle qui a pas voulu laisser le corps là. Qui l'a mis dans un sleeping bag. Il l'a mis sur son épaule. Puis il l'a redescendu. En 2 jours, sans dormir. Il a redescendu sa femme du mont Kilimandjaro, mort sur son épaule. Ouais, c'est une petite histoire de fou. Puis moi, j'étais quand même très proche de cette tante-là. Elle avait pas de fils, elle était pas capable d'avoir d'enfants. Fait que ça créait comme un lien un petit peu plus qui nous rapprochait. Puis j'ai mon grand-père aussi qui est décédé. Mon grand-père, il fumait beaucoup. Puis il buvait beaucoup aussi. Puis il a comme décidé du jour au lendemain d'arrêter de fumer puis de vouloir se mettre en santé. Puis il prenait des marches. Il prenait à prendre une marche, il a glissé, bro, devenu paraplégique, puis il est mort à l'hôpital. Oh my fait que God. tu te dis, man, c'est fou comment la vie est faite. Le monsieur décide de se prendre en main, tu sais, puis finalement, en prenant une marche, il glisse, puis il tombe, puis tu sais. Fait que je parle beaucoup à ces gens-là. Tu sais, moi, j'ai des petites manies comme souvent avant de rentrer dans la cage, je m'accroupis, je touche au plancher, tu sais. Avant de partir de ma chambre d'hôtel, je m'allume toujours une bougie. Je parle à ces gens-là, tu sais, à ma tante puis mon grand-père. Je me mets à genoux, je chauffe ma bougie. J'ai toujours un petit sabre de samouraï avec une statuette de Bouddha que je traîne partout. Fait que j'ai comme des petits outils, des petites manies comme ça. J'écris mon plan de match. Mettons, victoire, premier round, il va se passer ça, deuxième round, tu sais, puis... OK, toi aussi, tu crois beaucoup à la manifestation, tu manifestes énormément. Énormément, ouais, j'y crois beaucoup, fait que vraiment, j'ai des petites manies comme ça, où quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, il faut que tout mon stock soit placé sur la coche, toutes mes affaires soient placées. Avant que je parte pour mon combat, il faut que tout soit rangé dans mes valises, comme genre déjà prêt à repartir le lendemain, genre, tu sais, c'est des petites manies que j'ai comme ça qui... Ça m'a amené du succès, fait que j'ai comme pas le goût de le changer, tu sais. Des fois, tu te dis, si j'arrête de le faire, je vais perdre, tu sais. Fait que c'est... En même temps, t'es confortable là-dedans, c'est ça qui est important. Là. C'est surtout mental, ça te remet tu te remets dans ta zone un peu, c'est comme, tu reprends tes mêmes petites accumulations de petites habitudes, là, quand tu rentres dans l'octogone, tu te ressens comme, t'es à la même place. C'est fou parce que ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que souvent, la journée du combat, je suis un peu stressé, je me sens moins bien, puis tout, puis j'ai juste hâte de me mettre à genoux, de souffler ma bougie, puis quand je me relève, c'est comme si, paf, man, on est parti là. Ouais. Tu sais, c'est comme, fait c'est vraiment vrai que mentalement, c'est comme juste un support que t'as de plus, là. Le rituel, c'est important là, oui. dans le sport. Puis c'est ça, tout le monde, on le voit. Là. Moi, au baseball, c'était... Tu sais, mettons, baseball, tu t'as le practice ring, là, justement, avant d'aller frapper, tu sais, parce qu'il faut que tu sois dans un mindset, OK, le gars, il va me crisser une balle à 120 000 à l'heure, man. Puis genre, il faut que je la frappe, là, il faut que je sois tête. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps mon pattern de swing. C'est comme, OK, si je fais ça, quand j'arrive au mar, man, je suis prêt, tu sais. Je sais pas si vous autres... toi, t'as joué pas mal au soccer. Ouais, je sais pas si t'en as justement, là, mais bon mais c'est le seul truc que je faisais vraiment, c'était j'attachais jamais mes lacets quand je m'échauffais. Juste j'attachais mes lacets quand le match commençait, on va dire. Mentalement, c'est comme si je me mettais comme, OK, c'est bon, genre, Ouais. là, on joue, là, tu comprends? Là, je m'en vais pour jouer. Souvent, vas-y. Puis mes bas, genre, tu sais, t'as des bas de match, je les coupais, puis comme je mettais mes vieux champions du Costco, genre, puis genre, je me sentais vraiment comme, tu sais, à la fin de la journée, mes pieds, c'était mon outil de travail, fait comme, fallait que je me sente bien, là, tu comprends? Ah, c'est vrai, puis tu sais, souvent les joueurs de hockey qui font ça, là, qui mettent leur vieux jersey en dessous de leur jersey, comme, ou qui attachent leur patin droite avant d'attacher leur patin gauche. Tu sais, des superstitions comme ça. Il y en a partout, il y en a plein, là. Moi, c'était comme... moi, c'était l'année passée, c'était rendu trop intense. Pour mes tests physiques, c'était comme... genre, à tous les jours, je m'en créais des superstitions dans ma tête. Puis genre, tous les jours, il fallait que je les fasse. Si je les faisais pas, on dirait que ça venait jouer sur ma confiance, ça venait me piquer puis tout. Puis
plus maintenant, genre, je veux rien savoir de ça. Genre, j'étais rendu, j'en avais trop, esti. J'en avais trop. Je devais faire mais c'était pas nécessairement quelque chose que je devais tout le temps refaire à tous les jours. Mais genre, je me disais, si je fais pas ça, ça va pas fonctionner. Moi, C'était comme, j'étais genre, fuck that, non. Je me souviens aussi, là, j'étais petit, là, j'avais, je pense, 13 ans, puis j'ai joué ma meilleure game de balle à vie. Là. J'avais mangé une sandwich au ballonné avant d'aller au baseball. Fait que là, à chaque game, j'étais comme, ma mère, fais-moi une sandwich au ballonné. Là, puis même dans les estrades, il était comme, il a mangé sa sandwich aussi, il était comme, tout, c'était... Ça, t'as un événement après, genre, mettons, un petit rituel, même que tu viens d'inventer, là, je sais pas, ça pourrait être... T'es allé chier 5 minutes avant ton combat, puis t'arrives, il va falloir que tu chies 5 minutes. Ouais, c'est comme, ça s'est bien passé, on le fait. Le sport, de manière générale, ça prend beaucoup de place dans nos vies, surtout à Montréal. Ici, moi, j'avais une petite question par rapport à ça. C'est toi qui touches vraiment à tout dans cette sphère-là de MMA ici au Québec, t'évaluerais le niveau à combien du Québec relativement peut-être à ailleurs? Est-ce que tu trouves que au Québec, ici, il y a un bon niveau? Parce que j'entendais, par exemple, j'avais écouté Joe Rogan qui parlait de ça à un moment donné dans un podcast, puis il avait mentionné que il avait dit, moi, si j'étais un jeune puis que j'avais faim de MMA puis que je voulais m'améliorer mon wrestling, un peu à tout, ça sera à Montréal. J'irai à Montréal pour m'entraîner. Est-ce que tu trouves que le niveau ici est bon? Je suis quand même surpris qu'il ait dit ça? Ouais, parce que tu sais, c'est illégal ici au Québec. Fait qu'on n'a pas beaucoup de combattants. On en a des bons, là, des excellents qui vont être bientôt sur le bord de percer. Tu sais, des Alex Morgan, des Michael Dufort, des Frédéric Duprat. Des gars qui sont sur le bord d'être dans la grosse ligue. Mais c'est illégal. Puis tu sais, c'est pas comme aux États-Unis où est-ce que les gars apprennent à lutter à genre 8 ans, là, puis qu'ils sont dans des programmes de lutte au collège, puis tout, tu sais. Nous aussi, c'est plus le hockey au Québec, tu sais, puis le bassin de combattants est pas très grand. Tu sais, moi, je suis allé m'entraîner au American Top Team en Floride, à Coconut Creek. Je suis allé à Kill Cliff m'entraîner aussi. C'est des immenses centres d'arts martiaux où est-ce qu'il y a genre Michael Chandler, Gilbert Burns, tu sais, il y a vraiment Michael Johnson, des gros combattants, puis tu sais, la coche est grosse, là. Les gars sont solides, tu sais. Puis, tu sais, comme pour un combattant, là-bas, il y en a 8, là, tu sais. Fait que t'arrives là-bas, t'as plein de styles, plein de gars différents, des grosseurs différentes, débutants, intermédiaires, avancés. Tu sais, ici au Québec, c'est plus difficile d'avoir ça un petit peu parce qu'on est moins nombreux, il y a moins de combattants, tu sais. Le Tristar, c'est vraiment une grosse maison, c'est une grosse place, il y a beaucoup de combattants. Par contre, c'est plus difficile, je trouve, de percer. Fait que je pense que je suis pas certain que le Québec est l'endroit idéal pour se développer en tant que combattant. Ben, la raison pourquoi il avait dit ça, il avait expliqué, Rogan, c'est qu'il disait que c'est le climat du Québec. Il fait froid, t'es inconfortable, t'es loin un peu, comparativement aux États-Unis, si tu en vas genre en Californie, t'entraîner, t'es loin, mettons, des distractions, tu sais, il y a comme une espèce de... Il disait il y a une rigueur qui vient de là. Puis il dit surtout que lui, il se basait aussi sur... sur Georges Saint-Pierre, puis lui qui a tout suivi ses entraînements souvent au Québec. Fait que c'est la raison du pourquoi, là, mais... Ben, c'est sûr que le fait... Moi, j'ai un de mes coachs qui m'avait toujours dit ça, là, on se battait contre un gars qui venait de la Floride, puis tout, il m'avait dit, ce gars-là connaît pas la misère, il vit en Floride. Il dit, nous, ici, man, on a le froid, on a l'hiver, man. Il dit, tu sais, puis c'est vrai que, tu sais, d'une certaine manière, ça nous renforçait un petit peu, tu sais. C'est sûr que Georges Saint-Pierre a mis le Québec puis le Tristar sa map solide. Mais tu sais, là, il est plus là, Georges Saint-Pierre. Fait que ça nous prend d'autres combattants, d'autres personnes, tu sais. Ça prend de la relève. Ouais. Mais c'est pour ça que t'es là. Exact. Et voilà. On a une bonne question dans le chat. Est-ce que tu fais comme certains athlètes puis t'as pas de relation sexuelle avant un combat pour pas en tout. Garder la Non, mais ça, vous savez que ça a été testé, hein? Ça a été testé dans le temps. Il y avait un épisode, il y avait une émission. Peut-être après moi, vous l'avez. Ben, la science du sport à Canal D. Man, c'était malade, ça, là. Puis à un moment donné, il y avait un boxeur professionnel. Il avait fait travailler ses techniques, frapper dans le sac, puis tout. Puis il avait dit, parfait, va coucher avec ta femme. Puis reviens faire des... Puis il était plus performant après avoir couché avec sa femme. Ah ouais? Fait que là, c'est sûr que si tu baises avec ta femme pendant 2h30 toute la nuit, puis t'as un combat le lendemain, ça se peut que t'aies les jambes molles un peu, là, OK? Par contre,
Tu sais, si ça se fait bien relax, moi je pense que ça évacue le stress un peu, tu sais, ça rend ça relax. Je te dirais pas que Fight Week il s'est passé de quoi avec ma blonde, mais mettons, tu sais, avant le Fight Week, là, regarde, je pense que, tu sais, c'est bon pour le cardio, c'est ça qu'elle me dit, moi, man. Elle me dit, tu me lanceras un shout-out après ta victoire pour le cardio que je t'ai fait faire. Puis est-ce que justement, ta blonde, elle assiste-tu? Elle a-tu peur quand t'es dans le ring? Comment qu'elle appréhende ça? Comment ta famille appréhende ça, justement? C'est sûr qu'ils ont peur, tu sais, c'est sûr qu'ils ont peur, puis je comprends ça. Tu sais, moi, honnêtement, en tant qu'athlète, en tant qu'athlète et coach, je suis plus stressé quand c'est un de mes partners ou un de mes élèves qui va se battre que quand c'est moi qui se bat, tu sais, parce que tu peux rien contrôler. Puis c'était la première fois de ma vie que j'amenais une de mes blondes à un combat. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours été un gars très solitaire. Je vis mes affaires tout seul. Tu sais, moi, Fight Week, j'étais avec mes coachs, mais je passe beaucoup de temps tout seul dans ma chambre d'hôtel à relaxer, à me parler, à visualiser. Puis là, je l'ai amenée, elle, à mon dernier combat à Las Vegas. Puis tu sais, ça a super bien été. Elle a été A1 pour elle dans toutes les sphères, tu sais. Elle était à l'écoute, elle était très compréhensive, elle était zéro accaparante, tu sais. Souvent, elle restait dans la chambre d'hôtel, puis elle savait que ça allait pas être une fin de semaine à Las Vegas de party, là, que ça allait être vraiment tranquille, tu sais. Puis, fait que je l'avais amené. Fait que oui, c'est sûr qu'ils ont peur. C'est sûr que ça les stresse. Tu sais, par contre, ils savent, ils ont embarqué dans ma vie. Ils savent que moi, ma vie, c'est une montagne russe. C'est une avalanche d'émotions, man. Tu sais, les 2 mois avant le combat, ça va être difficile. On va se restreindre dans la bouffe, on va se restreindre dans les sorties, on va se restreindre dans plein de trucs. Ça va être mentalement, ça va être difficile. Des fois, je vais être plus stressé. Elle vit avec moi. Le combat, elle vit avec moi. On fait la pesée, j'ai réussi mon poids. Wow, c'est une belle victoire, t'as réussi ton poids. On va manger, on a du plaisir. Je me bats, j'ai gagné, j'ai perdu. C'est pas grave, on revient à la maison. Hey, on s'est sacrifié pendant 3 mois à manger de la salade puis du poulet. On va te chercher une poutine. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, man, juste aller chercher une poutine après un combat, bro, là. C'est quasiment comme si je m'en allais à Walt Disney quand j'avais 7 ans. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est comme, wow, tu sais, fait qu'on on trouve une manière d'enjoy les petites choses, les petits moments, la petite vie comme ça, tu sais, puis c'est sûr qu'ils ont peur, mais ils sont tellement contents quand que je gagne un combat, là, fait que ça vient avec, là. Puis là, dans ton palmarès présentement, toi, t'as signé un contrat avec la UFC. C'est un contrat de 5 combats. 4 combats. Ouais. Fait que là, Il m'en reste un. t'en restes un. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? Je risque de re-signer un autre contrat. Okay. Ouais, fait que je vais aller gagner mon prochain combat. Je vais être 2 victoires, 2 défaites, 2-2. Puis là, je risque de re-signer un autre contrat, sûrement à la hausse un petit peu. Puis par la suite, on continue, tu sais. Moi, l'avantage que j'ai en tant que combattant, parce que tu te mets pas riche en étant combattant, là, je vous le dis. Là, je vais vous dire mes bourses. Là, premier combat, c'est 10 000. Tu gagnes, tu doubles. 20 000. Deuxième combat, si tu as gagné, tu fais 12. Si tu as gagné, tu fais 14 et 16. Ça coûte 2 000. À chaque fois que tu gagnes, tu doubles. Là-dessus, il y a Venom qui te donne 4 000 pour porter leur linge puis la promotion que tu fais. Maintenant, tu regardes ça. Tu gagnes, tu fais à peu près 25 000. Si tu fais 2-3 combats dans ton année, tu fais un correct, mais tu as des affaires à payer. Là, l'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai une équipe de commanditaires de la mort. J'ai vraiment des bons commanditaires. J'ai genre 8-9 solides commanditaires qui sont avec moi depuis mes débuts. Tu sais, je m'investis beaucoup avec eux. Je vais dans leur entreprise. Des fois, je fais des conférences. Des fois, je fais des cours de boxe. Je me présente dans leur événement. Des fois, je vais juste dîner avec eux un vendredi. Tu sais, puis je me présente à l'équipe. Puis, tu sais, fait que j'ai réussi à aller chercher quasiment autant d'argent avec mes commanditaires que je fais avec mes combats. Okay. Ça me sauve la vie. Là, tu sais, moi, là, pour vrai, tu sais, ça fait en sorte que je peux me lancer à 100% dans mon sport, que j'ai pas besoin de travailler en plus de ça, tu sais. Plus le gym que j'ai qui fonctionne bien, plus les conférences, arbitre amateur, commentateur professionnel, tu sais, c'est des petits contrats à gauche et à droite. C'est ce qui fait en sorte que ça enlève un peu de stress, tu sais. 100%. Ça, c'est toi qui les as approchés? Ouais, c'est tout moi qui ai fait ça. Ouais. Puis ça, c'est ce qui m'a aidé, c'est mon DEP en vente. Mon DEP en vente en tant que vendeur, puis mon ASP en tant que représentant de compagnie. Moi, je suis mon propre produit. Je me vends moi, je me représente moi en tant qu'athlète. Qu'est-ce que je peux apporter aux entreprises, tu sais? Puis c'est vraiment moi qui me bâtis un fichier, un genre de document de commandite que je suis allé voir dans les entreprises. Puis tu sais, souvent, ça va être difficile de te faire commanditer en tant qu'athlète, surtout en tant que combattant professionnel. C'est pas toutes les entreprises qui veulent supporter ça, tu sais.
Fait que le plus important, c'est d'avoir un contact, connaître quelqu'un qui travaille dans cette entreprise-là. Puis par la suite, d'un coup que tu connais cette personne-là, tout ce que tu veux, c'est avoir un rendez-vous avec cette personne-là pour qu'il te mette en lien avec une personne de confiance. Avoir un pied dans la porte. Puis dès que tu as ton pied dans la porte, par la suite, bro, là, be sharp, va là, man, présente-toi comme il faut, vends ce que tu as à vendre, puis t'as une chance sur deux que ça fonctionne. Là. Mais en tant que gars qui a fait ancien vendeur, est-ce que t'as des techniques, toi, pour te vendre, te promouvoir pour les tickets, pour les ventes? Est-ce que t'as un plan de comme, OK, dès que je make it, genre, je vais me promouvoir de cette façon-là pour essayer de chercher le plus de tickets? Ben, je l'avais dans le temps. OK. Maintenant, j'ai comme un peu... J'ai comme fait mon nom, entre parenthèses. J'ai mon bassin de gens qui sont autour de moi, qui me suivent. Mes amis, ma famille, mes commanditaires, mes clients. Fait que je le fais un peu moins, surtout que je suis à l'UFC. Il y a beaucoup de promotions qui se font autour de moi. Mais quand j'étais dans mes débuts, je faisais du gear White Lion, casquettes, des bas, des tucs, des t-shirts. Je mettais tous mes commanditaires dessus. Je vendais ça. Fait que ça crée une certaine achalandage. Puis les commanditaires sont contents de ça. Eux sont sur des chandails qui se vendent super bien. Fait que tu essaies de promouvoir ton produit de cette manière-là. Là. Puis le White Lion, ça vient d'où? Dans le fond, moi, mon signe astrologique, c'est Lion. OK. Fait que, le White Lion, le lion blanc, c'est comme un lion qui est comme une espèce rare en voie de disparition. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est vraiment ça que je me suis accroché, je me considère vraiment comme une espèce rare en voie de disparition. Humblement, je dis ça, là, je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tellement fait des gros sacrifices pour me rendre où ce que je suis. J'ai tellement fait preuve de résilience et de discipline dans des moments où est-ce que je suis certain que 99% des gens auraient juste comme croulé ou tombé ou qui seraient juste pas relevés. J'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai décidé de vouloir être spécial à ma manière, de faire des gros choix, de travailler fort comme ça se pouvait pas. Puis Fight Night, à un moment donné, un combat de championnat justement contre Cardinal Lauzon, mon père est arrivé avec une casquette genre armée, puis il avait mis un lion, puis c'était écrit White Lion dessus. Okay. Puis ça avait comme accroché à partir de ce moment-là, tu sais. Puis là, on s'est mis à faire du gear, j'ai modifié mon logo. Avant, c'était pas ce logo-là. Puis, ça l'a vraiment explosé. Je me suis mis à vendre du stock, à vendre des t-shirts, des casquettes, des hoodies. Puis, ça fonctionnait bien. Fait que c'est comme resté par la suite. Là. OK, fait que t'as plusieurs façons de revenus. Avec tout ce que tu m'as nommé, t'as plusieurs. Ouais. Okay, J'essaie d'avoir beaucoup de comment on dit ça? Revenus, hein? Des flèches à mon arc, c'est ça? Ouais. Ouais, OK, des l'expression. flèches à mon arc, c'est ça, l'expression. Plusieurs flèches à mon arc, ouais. C'est pas des cordes, c'est des cordes, je pense. Des cordes cordes dans mon arc? Dans mon arc, ouais, je pense. Tu peux avoir plusieurs cordes? Ouais, mais ça, t'as une corde. T'as une corde, t'as un arc, t'as plusieurs flèches, non? Mais je pense que c'est un. Ouais. Plusieurs cordes. Ah, Ben, parce que c'est que- un arc de musique. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là même, mais c'est parce que c'est un. Je sais pas pourquoi c'est un arc en flèche, je sais pas pourquoi. Nous, on pense combat, on pense guerre, on pense flèche. Là. C'est un arc, est-ce que tu joues de la musique? Ouais, c'est moins hot, mais écoute. La marre, cette expression-là. dans le fond. Mais c'est vrai que c'est rare. Le monde de temps, je remarque ça de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux en ce moment. Je sais pas si tu suis un peu ce qui se fait. Il y a beaucoup de victimisation. Tu sais, les gens, quand ils ont de la difficulté à réussir quelque chose, il faut que ça soit, c'est pas de leur faute, tu vois. Puis je pense que c'est surtout ça qui a fait en sorte qu'ils étaient capables de réussir, c'est que quand t'échoues, tu sais que c'est toi. Tu t'as 100% c'est 100% ta faute. Même quand tu vas en combat, tu comprends? 100% ta faute, ce qui fait en sorte que c'est 100% aussi toi quand tu gagnes. Ça veut dire que tu as 100% le contrôle Exact. du outcome de ta situation. C'est-à-dire que tu peux prendre le contrôle. Tandis que je trouve il y a ces temps-ci, surtout sur les réseaux, les gens ils ont facilement tendance à se victimiser. Ah, c'est pas ma faute, c'est à cause de telle affaire, c'est à cause de telle affaire, ou ils ont une condition, puis c'est comme ah, c'est à cause de ma condition, je peux pas faire ça. Mais c'est comme non, faut pas que tu te limites. Tu comprends? Comme ça, c'est les autres, puis tout. Ouais, exact. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Là. Johan, Non, ça va se faire kicker, boys? hein? Ben, attends. mais- C'est là que ça ligne, qui est ça. Non, mais est-ce que tu te projettes, toi? Est-ce que tu te projettes dans le futur ou t'es sur le moment présent? Non, je me projette dans le futur énormément. Tu te vois où dans 5 ans, mettons? Dans 5 ans, j'espère avoir eu une chance au titre. J'y crois. Là. Je veux dire, j'ai une fiche de 9-2, je suis encore très jeune, je suis dans mon ascension. Je veux dire, je suis un mordu de ce sport-là. Je vais vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ma carrière. Par contre, j'ai une tête ses épaules. Je suis un gars d'avenir. Je suis un entrepreneur. Puis, je veux pas faire le combat de trop.
sais. Ouais. Fait que j'ai pas envie de finir légumes à 50 ans. Je vais avoir une petite fille. Je veux dire, j'aime ma blonde, ça va bien. J'ai plusieurs cordes à mon arc, à part les combats. Fait que je peux clairement... moi, mon après-carrière, comment je le vois, c'est j'ai mon école qui roule super bien, Académie Connexion à Saint-Amable. J'aimerais coacher. J'aimerais continuer vraiment à être impliqué dans les écoles, faire des conférences dans les entreprises, vraiment pour parler vraiment de mon cheminement. Puis si je suis en mesure, pour vrai, éventuellement d'avoir un poste... que ça soit à RDS, que ça soit n'importe où pour pouvoir commenter les galas, man, ça serait le rêve. Ça. Cette partie-là, tu l'aimes beaucoup, hein? Ah, la partie moi je trippe, j'adore ça. Même qu'hier, il y avait un combat, puis je l'ai échappé un peu. Là, c'est un gars que je connais super bien, Danny Mallette. C'est un gars contre qui j'étais supposé me battre. Finalement, on a créé des liens, on s'est jamais battu contre. C'est un gars que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un gars qui a touché le fond. Un peu comme moi, là, il a 5 enfants, il s'est séparé, il s'est marié, il s'est séparé, il a tout perdu, puis tout. Ça faisait 3 ans qu'il s'était pas battu, puis hier, il s'est battu, puis il a fait un knock-out au premier round, puis moi, je commentais, puis je me suis levé de ma chaise, j'ai poussé le micro, j'étais comme « Good job, le gars! » Je suis comme « Fuck, c'est vrai, je commente. » Ouais, beau travail de Danny Mallette. Des fois, tu t'emportes, là, tu sais. On est des... T'sais, on vit à travers ces combats-là, fait que faut que je trouve le juste milieu là-dedans. 100%. Ben, je te vois très bien, commentateur RDS tout. Tu parles super bien, puis tu t'exprimes super bien. Ben oui. T'es drôle, t'as une prestance, tout, tu serais super bon. Vous êtes gentils, les boys. Puis, Crime, t'as ton camera time. Tu veux-tu remercier tes commanditaires? Qui tu veux dire merci avant qu'on aille se faire défoncer? Certainement. J'en ai beaucoup. Je vais essayer de pas les oublier. Check bien ça. On va garder ça tranquille. On va garder la liste. On a du temps. Ah, ok, t'as ouais, idée? Smart. Sinon, ça va vite. Bon, j'aimerais premièrement remercier la première équipe qui m'a commandité, la première entreprise qui m'a commandité depuis mes débuts, qui est la compagnie Manulift. Je sais pas si vous connaissez Manulift, le chariot élévateur, vraiment, là, c'est une très grosse compagnie. Manulift, les boys de Roy-Lavoie, courtier immobilier de Remax, ils sont beaucoup situés à Varennes, Roy-Lavoie. Les niches, rénovation intérieure de cuisine, maçonnerie Chicoine, Jeff Chicoine qui m'aide énormément. La Méchante Virée, qui est un resto à Varennes. Vous pouvez aller manger le White Lion Burger à la Méchante Virée. OK. Ouais, il y a 3 versions. Là, on est sur la 3e version. Fait que c'est des burgers que moi, j'ai concoctés de A à Z, qui sont vraiment à mon image. Fait que, dans le fond, je fais $2 par burger. C'est nice. Ouais, c'est vraiment hot, ça. Je vais passer par là à un moment donné. Ouais, va manger le White Lion Burger, bro. Tu vois, il est vraiment bon, là. Riendo Hyundai à Sainte-Julie, toiture côté Martin, toiture côté Casa Costa. Si jamais vous voulez aller au Costa Rica, c'est des villas à Casa Costa, ça s'appelle. C'est des villas que tu peux te louer et tout. Les entreprises UON Construction et XPN Center, XPN Centre de performance, puis tous les produits XPN. C'est pas mal ça, les boys. Il y a une grosse équipe derrière Johan Lennes. C'est ça qui est impressionnant aussi. Là. C'est ça, t'es pas... Ben oui, t'es tout seul dans la cage, mais il y a beaucoup de monde derrière toi ligne, aussi. Tu vas chercher la force de plusieurs personnes. Ouais, puis ça fait du bien d'avoir des gens qui croient en toi. C'est bien de croire en soi, mais de savoir que les gens autour croient en toi. Quand je filais pas avant mon dernier combat, je l'ai dit à ma blonde, j'étais comme, man, je suis stressé, je file pas, puis tout. Puis elle croit tellement en moi, elle me l'a dit, elle dit t'as volé à personne le fait d'être ici, tu mérites ta place plus que tout le monde. Puis d'avoir quelqu'un qui croit en toi beaucoup, là, ça t'aide énormément. Souvent, puis la plupart du temps, ça vient souvent que t'as confiance en toi en premier, puis ensuite les gens ils ont confiance. Quand t'es capable de mettre le travail, les gens ils te regardent, c'est comme, me semble, ils se démènent comme un fou, puis ça te donne envie de ouais, supporter. je suis d'accord. Non, for sure. Fait que ça va être tout pour l'épisode, guys. Excellent podcast, Johan. T'as été un fou invité. Podcast. On aurait pu. Ben là, on va aller se faire barouetter un peu. Là. Fait que les gens qui sont sur YouTube, là, t'arrives à ce moment-là, puis tu t'es comme Chris, j'en veux plus. Ben venez sur Patreon, puis venez sur Twitch parce que là, Johan il a apporté un body pad, man, puis on va tester, on va se faire barouetter un peu justement par Johan, là, recevoir des coups de poing, des coups de pied, juste vivre un peu c'est quoi recevoir des coups d'un combattant. Suivez-nous ces plateformes audio, mais c'est sûr que nous autres, on est un podcast très visuel, fait que YouTube, c'est bien important pour nous. Shout-out à Farnham qui nous encourage tout le temps. Shout-out à nous, man. Je trouve qu'on fait du beau travail, les gars, ces temps-ci. Puis il faut se dire qu'on est bon. Fait que dites dans les commentaires si vous nous trouvez bon aussi. C'était Jojo. C'était Jess. Non, il fallait... Les fuck up, hein? Il est encore en stage, Jojo.
Refais. C'est Jojo. C'est Zach. C'était Jess. C'était Tom à la console. Puis c'était Johan, notre invité. Yes, sir, Merci les tout boys. le monde. Puis venez ces plateformes en direct Ciao, pour les gars. pouvoir se faire paroter.